Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 482 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, deuxième partie de notre trilogie de preview, deuxième partie avec cette fois-ci la conférence Ouest, en compagnie de Matt de QI Basket. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petits likes ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de nos previews, cette fois-ci la conférence Ouest, avec quelqu'un qui, comme tous les joueurs NBA à la Free Agency, il a changé d'équipe, il a changé de média. Aujourd'hui, c'est Matt. Comment ça va, Matt ? Bah ça va très bien, c'est un plaisir de revenir sur le Basket Lab, et en plus on va pouvoir parler de vrai NBA. C'est la preview de la NBA aujourd'hui. Ouais, c'est pas l'Est, hein, grosso modo, mais est-ce que tu as signé un contrat juteux du coup durant cette free agency? Toi aussi, tu t'es rempli les poches en changeant de média? Alors, je sais pas si je me suis rempli les poches, mais ouais, du coup, avec l'arrêt de Dunk Hebdo, du coup, je vais rejoindre QI Basket. Donc c'est super, hein. C'est vrai que j'étais un peu déçu du coup de plus avoir de plateforme pour parler basket, mais du coup c'est cool. Ouais, je rejoins QI donc pour les podcasts, et puis aussi je vais écrire des articles. D'ailleurs il y en a un là qui est en relecture en ce moment même sur les Atlanta Hawks. Ah, sur les Hawks. Est-ce que tu y crois aux Hawks, toi aussi? Tu fais partie de la secte des gens qui croient aux Hawks? En fait, chaque année, j'y crois, et chaque année, ouais, je suis un peu déçu, mais c'est vrai que là, quand même, je me dis, le recrutement fait tellement sens que j'ai envie d'y croire. Ouais. Et puis surtout avec la conférence Est où il y a pas mal d'incertitudes, ouais, je serais pas étonné, franchement, qu'ils fassent une bonne saison. Le seul problème, c'est que maintenant que tu as QI Basket, tu n'es plus fan des Sixers, on peut le dire. Tu as dû être converti au Nikola Jokicizisme, comment on dit, je sais pas, mais tu es fan de Denver maintenant, on est d'accord. Non, quand même pas, non, ils vont pas me convertir non plus, non. En plus, on a toujours le podcast 76 où on vient de sortir un épisode. C'est ça. Ouais. Donc voilà, Matt, fan des Sixers, qui rejoint l'équipe Dunk Hebdo et Denver Nuggets, c'est quand même bizarre, mais donc oui. Donc QI Basket, mais aussi toujours le podcast avec Amine, le podcast 76 sur les Sixers en français. Ouais, c'est ça. Là, en plus, écoute, Joel Embiid a l'air de se réentraîner. On voit quelques vidéos, il est même annoncé. Peut-être ce soir, il va jouer un peu en pré-saison. Il va peut-être jouer le premier match, donc c'est ce qu'on se dit. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, et on espère que c'est vrai, hein, et qu'en tout cas il y aura une meilleure saison que la saison dernière. On y croit ou pas d'ailleurs? Parce qu'on va pas parler de l'Est aujourd'hui, mais toi qui es fan d'une équipe de l'Est, moi je t'avoue que dans le scénario maximum que j'avais dit pour les Sixers, c'était finale NBA. Moi j'y crois, mais un scénario où tout va bien, quoi. Mais après, ouais. Les Sixers, le problème c'est que quelle est la proba que tout se passe bien? C'est toujours un peu pareil, quoi. C'est ça, j'imagine. Pour moi, le grand écart, c'est vraiment un grand écart, quoi, entre le scénario pessimiste et en gros, le scénario pessimiste, c'est comme la saison dernière, et comme tu dis, ouais, le optimiste, franchement. Si tout clique, s'il y a pas de blessure au bon moment, oui, ça peut très bien aller en finale NBA, ouais, parce que l'Est est tellement, il y a plus Boston, il y a plus Indiana, c'est vrai que à part New York et Cleveland, il y a bataille, ouais, il y a bataille. Bon, à part ça, comment ça va en cette début d'automne plutôt, avec la saison NBA qui revient? Tu es pareil pour ça, pour recommencer à regarder 4 matchs par jour de chaque équipe NBA? Ouais, franchement, super content. C'est vrai que c'est passé vite, hein. J'ai l'impression que il y a certaines années où je trouve que ça passe très doucement. On attend là, et puis là, ça reprend mardi, là, la semaine prochaine. Mais super content. Il y a pas mal d'équipes, d'équipes qui m'intriguent. Donc, notamment, on va en parler là à l'Ouest, mais il y en a beaucoup qui m'intriguent et que j'ai hâte de voir. Donc, le format aujourd'hui, si tout va bien, Matt, on peut se faire ce format ensemble. Je crois que c'est la première fois qu'on le fait, hein. Tu l'as pas fait l'an passé. Donc le format de preview, plutôt qu'essayer de deviner qu'est-ce qu'il va se passer, moi je préfère plutôt essayer de au moins dépeindre le champ des possibles. C'est un peu l'idée, donc plutôt que de dire il va se passer ça, ils vont être 3e, eux ils vont être 5e, et ainsi de suite, eux ils vont finir avec 48 victoires. On fait plutôt le format sur le Basket Lab, c'est le point de bascule. Quel est le point de bascule pour chaque équipe de l'Ouest? Donc aujourd'hui, quel est un peu le point clé, grosso modo, qui pourrait, selon comment ça se passe dans la saison, ça peut basculer dans le positif ou plutôt dans le négatif.
Donc le point de bascule, et puis après l'éventail des possibles, donc scénario maximum, scénario optimiste qu'on peut imaginer, et puis le scénario un peu pessimiste. Si ce format te va, on peut commencer sans plus attendre. On peut y aller aussi en termes de niveau de jeu, si tu veux bien. Donc notamment, est-ce que tu as des équipes où tu te dis on est sur un tanking 100% assuré et on est sûr qu'il n'y aura pas grand-chose de plus? Bah, je pense que la première équipe qui me vient, c'est Utah. Je pense que clairement le but c'est le tanking parce que malheureusement ils ont pas eu ils ont eu un haut choix, hein, mais bon, je pense qu'ils espéraient avoir être au moins top 3, surtout top 2 au vu de la draft quand même qui se jouait à 2, puisqu'après quand même les autres prospects on sentait qu'il y avait un grand écart. Donc je pense que le but pour eux c'est toujours de tanker parce que t'as besoin d'avoir un peu la pierre angulaire de ton projet, même si je trouve quand même qu'ils ont des joueurs sympas. En fait, je trouve qu'ils ont un peu tout. Ils ont le bon coach, ils ont quand même des joueurs qui sont cool. Je pense à Keontae George, à Isaiah Collier. Ils ont drafté Ace Bailey. Tu vois, il y a quand même des joueurs, je pense, qui peuvent faire des bons joueurs de complément, qui ont quand même malgré tout des défauts. Tu vois, c'est pas des joueurs parfaits. Il y a aussi le Cody Williams, je pense, au frère de Jalen Williams, qui a connu une saison vraiment galère, mais moi j'y crois quand même parce que c'est un top 10 de draft. Et puis bon, j'avais vu 2-3 trucs en NCAA qui me paraissaient sympas. Donc il y a quand même développer un peu ces jeunes là encore, mais oui, le but clairement ça va être de tanker. Disons que le problème c'est qu'ils ont été trop bons pendant 2 ans. Oui. Le Jazz, en fait, Will Hardy est arrivé, il a mis son système et ça a marché. En plus, ils avaient récupéré Markkanen dans l'échange de Gobert et Mitchell, etc. Donc, t'avais quand même un bon joueur et ça a plutôt bien marché parce que le système était très bon. Mais sauf que donc 2023 et 24, tu finis avec un choix de draft qui est pas si fou que ça, qui est pas top 3, qui est pas top 5. Et là, en 2025, ils décident enfin d'y aller à fond, de tanker. Et malheureusement, ils ont le pire choix possible, le 5e, alors qu'ils avaient, je crois, le pire bilan de NBA. Ouais, c'est ça, 17 victoires à peine l'an passé. Donc bon, merci la loterie, loterie entre guillemets. Mais non, mais c'est vrai que c'est un peu dommage pour eux parce que la première année où ils vont tanker pour de bon, ils n'ont pas cette récompense. Et je te rejoins totalement sur le fait que ils ont plein de joueurs sympas, mais ils n'ont pas la pierre angulaire du projet. Ils n'ont pas le futur go-to guy, ils n'ont pas le top prospect, le prospect un peu transcendant parce qu'ils n'ont pas eu des très hauts choix de draft. Ils ont eu 8e, 9e et 5e, un truc comme ça. Et que, grosso modo, pour avoir ils n'ont pas un Wemby, ils n'ont pas un mec comme ça. Donc, pour réussir une reconstruction, il faut une superstar. En général, sinon, le projet est sympathique, mais ça plafonne. Donc ils l'ont pas. Mais je sais pas si tu avais un point de bascule, mais moi, à la limite, le point de bascule que j'avais noté, c'est les échanges et continuer un peu de jouer ce rôle de 3e équipe ou 4e équipe dans les transferts, c'est-à-dire il y a 2 équipes qui n'arrivent pas à s'entendre ou ça passe pas niveau salaire, allez, nous on est un peu le point d'appui, on va encaisser tel ou tel gros salaire, mais en échange donnez-nous un joli petit tour de draft, 1 ou 2 second tour de draft, ou voilà, ce genre de choses. Et l'autre point de bascule évident, c'est le développement des jeunes, mais bon, ça c'est un peu ça paraît assez trivial de dire allez, on continue à faire jouer, à progresser Keontae George, Isaac Collier, Tyler Hendricks qui va revenir de blessure, Cody Williams, tu l'as dit, Philippe Oski, Sansabo, etc. quoi. Ouais, puis non, mais c'est vrai que oui, je pense qu'effectivement se placer dans les trades, ils l'ont fait d'ailleurs pour Nurkic, qu'ils ont récupéré, en échange. Après, c'est vrai que c'est assez bizarre parce que je trouve pas qu'ils aient récupéré tout le temps des assets très bons. Ça a été souvent des seconds tours. C'est vrai que Danny Ainge, il a toujours ce problème depuis sa fin à Boston, c'est que je trouve qu'il met quand même vachement de temps avant d'appuyer sur le bouton trade. Enfin, il y a des fois, il garde certains profils peut-être un poil trop longtemps, ce qui fait que tu maximises peut-être pas leur valeur sur le marché. Du coup, tu récupères des assets un peu moins bons, mais ouais, ce serait sympa qu'ils soient un petit peu à l'affût, comme tu dis de ça, de récupérer encore des premiers choix de draft. Après là, c'est vrai qu'ils auront quand même pas mal de jeunes pour le coup là à faire jouer, puisque Sexton n'est plus là. Finalement, il y a plus que Nurkic en vrai vétéran. Puis bon, on a entendu aussi des rumeurs sur Markkanen, mais bon, il a un tel gros contrat que j'ai un peu du mal à le voir à se faire transférer parce que ou alors à Boston contre Jaylen Brown peut-être. Ouais. Tu vois, c'est un échange de gros contrats entre eux, mais ça pourrait être un mec super sympa dans une équipe compétitive, mais à 46 millions. Oui, c'est trop cher quoi. Un peu comme Zach LaVine d'ailleurs au passage. Oui. Mais je suis d'accord. Après il y a 2-3 pièces intéressantes. Tu vois, Kyle Anderson, je pense que tu peux le réchanger à la deadline.
chez un contender. Anderson, il touche 9 millions l'année. Ah oui, il y a Kevin Love aussi, mais ça sent plutôt le buyout Kevin Love qu'un trade, ou alors un mini trade. Mais non, mais le cas intéressant, ça va être Kessler, je pense, parce que il sera restricted l'été prochain. Mais donc, si tu veux avoir un truc en retour, c'est maintenant, c'est en février. Et c'est pas parce que l'été prochain, tu pourras t'aligner sur les contrats qui lui seront proposés. Mais voilà, ça veut dire que si quelqu'un met un gros contrat, t'es bloqué. Tu es obligé de le garder. Or, ils n'ont pas l'air d'être hyper fans de l'attaque, notamment. Mais ouais, ok, bon, passons vite alors pour le Jazz. Scénario maximum, on est d'accord que c'est tanking de toute façon. On va pas aller plus loin. Est-ce que tu avais d'autres équipes où tu es en mode c'est sûr ils vont tanker ou c'est sûr il y a un plafond qui est très bas? Bah franchement, après, je trouve que quand tu regardes les autres équipes, en tout cas, j'ai pas l'impression que l'objectif c'est vraiment le tanking. Je suis un peu d'accord. C'est pas la même catégorie, mais si je te propose les Suns, quel est ton point de bascule pour les Phoenix Suns? Alors moi j'ai mis, est-ce qu'il y aurait pas un trade ou quelque chose comme ça pour améliorer l'équipe, ou alors, ou je sais pas, ou un trade carrément pour se mettre à tanker, parce que c'est vrai que je trouve qu'ils sont un peu dans un entre-deux là, du coup, avec pas mal de jeunes qu'ils ont récupérés. Il y a Iguodaro et Ryan Dunn de la saison dernière. Là, ils ont drafté Kaman Malouache, qui est drafté en 9, je crois, en tout cas top 10. Donc c'est vrai qu'ils ont pas mal de joueurs comme ça. Il y a Jalen Green aussi qui a été récupéré en trade, qui reste quand même malgré tout un jeune joueur que tu peux encore peut-être développer. Mais c'est vrai qu'au milieu de ça, il y a Devin Booker où lui, il est plus dans une timeline où je pense en tout cas que lui a envie d'être compétitif. Donc c'est vrai que il y a quand même des trucs qui font sens entre guillemets, c'est-à-dire je vois bien, tu pourrais très bien avoir une attaque qui fait sens avec du pick and roll, avec Devin Booker, avec pourquoi pas tu peux construire un spacing autour. J'ai vu 2-3 trucs de pré-saison où il y avait un peu du spread pick and roll avec Kaman Malouache qui venait poser les écrans. Donc t'as peut-être moyen, tu vois, d'avoir des trucs tactiquement sympas, mais c'est vrai que je pense que le plafond est pas très haut de cette équipe. Il y a un manque de talent quand même qui est évident, quoi. Oui, je suis un peu d'accord. Après, c'est le post-trade de Durant. T'as pris un peu ce que t'as pu, on va dire, surtout que Durant faisait un peu pression. Donc voilà, je pense que tu aurais peut-être une meilleure offre de la part des Wolves, par exemple. Mais sauf que lui a dit, non, moi je ne re-signerai pas là-bas, vu que je suis free agent dans un an. Donc, mais après, le point de bascule que j'avais noté, moi c'était la défense, notamment. Et donc, par voie de conséquence, un peu le secteur intérieur, les jeunes que tu as cités, tout ce qui est Mark Williams, Nick Richards, Kaman Malouache, qui est le Mark Williams 2.0. Et je pense que, tu vois, si on va aller sur le scénario maximum et minimum, mais j'ai pas de mal à voir une grosse saison, énorme saison offensive de Booker qui porte un peu tout, en mode héliocentrique, surtout qu'il a plus de passing et de playmaking que d'autres juste gros scoreurs. Donc je pense ça, dans un scénario très optimiste, il y aurait ça. Mais pour que on puisse aller gratter une 9e, 10e place, il faut quand même que la défense soit pas mal, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un côté où l'attaque, Booker peut tout faire, mais il faut que ça tienne juste assez derrière. Et donc il faut que Mark Williams ou Malouache fasse une bonne saison défensive. Il faut que les role players soient là aussi. Dylan Brooks, je pense qu'il peut pas mal aider, mais le problème c'est que c'est pas un pivot, donc il n'y a pas le rayonnement facilement individuel d'un pivot sur la défense. Mais tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais si la défense est juste assez solide et l'attaque peut être aussi relativement sympathique, je te dis pas qu'on va avoir une équipe d'élite, mais un peu le modèle Atlanta de l'an passé, c'est-à-dire moyen des deux côtés, 40 victoires et on fait play-in, quoi. Tu vois, ça me paraît pas inatteignable comme niveau de jeu. Oui, c'est vrai. En plus, moi, c'est vrai que l'attaque, comme tu dis, je la vois quand même bien performer. Je sais pas à l'offensive rating combien elle sera, mais comme j'ai dit, je pense tactiquement, il y a des trucs sympas à faire et je suis même limite content de voir Booker un peu avec pas mal de ballons parce que l'impression que c'est un peu un créateur sous-estimé des fois. Comme t'as dit, je suis d'accord, son passing, son driving game, toutes les choses comme ça de son jeu, moi que j'ai toujours bien aimé. Donc ça va être sympa de le voir un peu plus, peut-être encore plus la balle dans les mains. Et ouais, c'est vrai que la défense, il y a quand même ils ont énormément de pivots, quand même. Là, je trouve que c'était un peu un manque à un moment donné, mais là, ils en ont plein. Oui, mais attends, le problème, c'est que quand t'as beaucoup de pivots, c'est que t'as pas de pivot, en fait. parce que Denver, ils ont un pivot, et c'est tout. Et parce qu'il n'y a pas besoin d'en chercher un autre, tu vois. Donc, en un sens, c'est un peu... c'est pas un bon signe que t'aies besoin d'aller chercher Nick Richards, puis Mark Williams, puis Kamal Malouache, c'est qu'il y en a aucun qui est génial. Bref, on verra, peut-être que le rookie va être fantastique, mais on va dire que dans le scénario optimiste, la défense tient bien avec... Tu trouves un ou deux pivots qui font une bonne rotation.
T'as Dylan Brooks, t'as Royce O'Neal encore d'ailleurs qui est par là. Oui. Bonne défense de Booker, t'as Ryan Dunn, voilà, t'arrives plus ou moins à faire que l'équipe soit, on va dire, 18e en attaque et 18e en défense, ou peut-être j'exagère, mais tu vois un peu un truc comme ça. Et donc, est-ce que pour toi, le scénario maximum, il peut monter jusqu'à où? Jusqu'à top 8 playoff ou au juste play-in? Ouais, je dirais play-in. Parce que le truc, c'est qu'il y a une telle densité à l'ouest que j'ai quand même du mal à voir monter plus haut. Donc ouais, je dirais soit scénario pas bon, ce serait tu n'es pas qualifié du tout en play-in. Ouais, je dirais 8, 9, 10 en scénario optimiste. Je suis d'accord et je pense même que il y a peut-être un scénario pessimiste, j'irais presque jusqu'à dire Booker il fait 30 matchs, blessure ou blessure diplomatique, hein, je ne sais pas, mais mais scénario optimiste, tu vois, Jordan Goodwin, Dylan Brooks, un pivot plus ou moins potable, Royce O'Neal, Grayson Allen qui est encore là aussi, un bon connecteur, Jalen Green, on n'a pas parlé de lui encore, mais peut-être que lui aussi, ça peut être un point de bascule s'il confirme un peu plus son potentiel et qu'il fait une meilleure saison et ainsi de suite. Mais tu vois, lui aussi défensivement, j'ai bien aimé moi, avec Udoka à Houston. Donc je me dis, il y a peut-être un monde où l'équipe est moyenne, mais ce qui est déjà bien pour le niveau de talent pur de l'effectif. C'est peut-être un peu comme ça qu'on peut le dire. Très bien pour Phoenix. Tiens, avançons. Les Pelicans, qu'est-ce qu'on pense des Pelicans? Et surtout, quel est ton point de bascule pour les Pelicans 2025? Moi, j'ai mis l'attaque, et puis l'attaque et le spacing. Bon, évidemment, il y a toujours ce truc de blessure, mais bon, je trouve que c'est pas très intéressant de parler tout le temps de blessure. Donc, surtout que Zion, quand même, a l'air d'être en forme. On l'a vu, là, ça a pas mal tourné, qu'il a perdu pas mal de poids. Donc, c'est vrai que, j'ai envie de dire, essayer de trouver un maximum de spacing entre guillemets qui lui permettra d'avoir ses couloirs de drive et de l'optimiser, parce que c'est vrai que moi c'est un peu ça qui me fait peur avec cette équipe, c'est que je trouve pas que le fit est évident. Alors il y a certains joueurs avec qui je trouve que oui, par exemple Herb Jones, Trey Murphy, même Jordan Poole, tu vois, je trouve que limite ça fait sens de mettre ces joueurs-là avec Zion en attaque. Non, moi j'ai jamais aimé Jordan Poole. Mais c'est plus leur choix de draft où ils ont pris Jeremiah Fears, Derrick Queen, mais qui sont des joueurs en fait qui ont besoin de la balle, quoi. Donc c'est un peu là où j'ai mes interrogations. Puis ils ont lâché un choix de draft unprotected là des Bucks qui a un peu surpris tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des gens de Temeray à pas oublier. Donc t'as quand même, tu vois, pas mal de joueurs comme ça qui, je trouve, n'optimisent pas vraiment Zion. Donc c'est un peu là mon interrogation. Non, attends, ils ont même lâché le leur de pick. Pas que celui des Bucks, hein. Ils ont lâché le leur de pick. Je crois que oui, il y a le leur plus aussi le unprotected des Bucks qu'ils ont lâché aux Hawks pour récupérer Derrick Queen, je crois. Ouais. Non, mais parce que, à la limite, tu lâches le pick des Bucks, tu te dis, bon, c'est peut-être un asset que bon, ok, mais tu lâches aussi le tien, où ça se trouve, ça va être le first pick ou un top 5, et en fait, et bon, ce qui est dommage, c'est de le faire pour monter de 3 places à la draft, et pour prendre un mec comme Derrick Queen, qui est aussi un profil risqué. Mais bon, je te rejoins que le point de bascule facile et évident, c'est les blessures, comme toujours, mais c'est pas très rigolo, mais ça reste quand même le principal, donc citons-le. Mais après, je suis assez intrigué, moi, je dirais, par à quel point est-ce que l'attaque peut être bonne? Je dirais plutôt cette alchimie offensive, parce que la défense, ça me paraît compliqué. Je dis pas que ça va être cata, mais je pense pas que tu vas avoir une défense top 10 ou top 5 NBA, évidemment pas. Parce que déjà, il y a la question du pivot qui est pas réglée, et que on connaissait les schémas d'il y a 2 ans, hyper agressifs, avec des stunts, des X-out, etc. Et je pense qu'on peut avoir une bonne défense si ça colle bien. Par contre, qu'est-ce qui peut faire que l'équipe est forte ou pas forte? C'est, est-ce que l'attaque est correcte, ou est-ce que l'attaque devient bonne, voire très bonne, avec Jordan Poole retrouve son driving game, le jeu à 2 avec Poole et Zion fonctionne très bien. Zion, est-ce qu'il va être de niveau All-NBA en dehors des blessures, je veux dire en termes de niveau de jeu, la création, est-ce qu'il y aura assez de shooting aussi? Est-ce que Derrick Queen débarque en NBA et c'est effectivement le porteur de balle de 6-10 qu'on imagine? Et tu vois, pour moi, il y a un peu ce côté où le scénario optimiste que je peux imaginer, c'est si l'attaque fonctionne un peu plus qu'attendu. Un côté, c'est là-dessus qu'ils vont garder des points, et la défense, il y a quand même des trous pour l'instant, donc voilà, je dirais plutôt l'attaque, moi, de mon côté, point de bascule. Ouais, puis en plus la défense, le problème c'est que effectivement en termes de schéma, ils ont toujours pratiqué des schémas intéressants. Le problème c'est que je trouve que là, plus t'avances, moins t'as les joueurs pour les pratiquer en fait, ces schémas. C'est ça, ouais, exactement. Parce que t'as perdu Dyson Daniels, t'as perdu Najee Marshall. En gros, il te reste plus que Trey Murphy et Herb Jones qui peut un peu jouer ce rôle-là. Mais après, c'est vrai que tu te retrouves avec pas mal de défenseurs. Alors il y a peut-être aussi des gens de Temeray qui peut être intéressant. C'est vrai. Là-dessus. Mais c'est vrai que le Jordan Poole qui a été récupéré, est pas
connu pour sa défense. Jeremiah Fears, on verra, mais bon, de ce que j'ai vu, entendu, c'est pas non plus son point fort. Derek Queen, c'est un gros défaut aussi dans son jeu, donc ouais, ce sera plus l'attaque effectivement. Et puis est-ce que parmi les Fears et Derek Queen, est-ce qu'on va avoir un créateur, un bon créateur? Ça pourrait être aussi sympa, donc à voir. Donc le scénario optimiste pour toi, jusqu'où ça peut aller gratter? Ouais, je dirais ouais play-in, mais ouais, je suis d'accord. Ouais, play-in, je dirais. Play-in, voire même place 7-8, ouais, vraiment le scénario ça. très optimiste. Hein. Oui, alors, oui, pardon, c'est vrai que pour moi, play-in, c'est 9 et 10. Parce que pour moi, top 8, c'est les playoffs, mais je suis un mec à l'ancienne. Mais... Non, mais on est d'accord. Tu vois, j'imagine bien le tout colle bien avec l'attaque, belle synergie, Poole, Zion, Trey Murphy qui développe aussi le passing, les rookies qui sont très bons, et la défense avec Saddiq Bey aussi, tu vois, qui est arrivé, Dejounte Murray, Yves Missy qui fait des switches, ça tient juste assez. Donc ça, c'est vraiment le scénario optimiste pour moi. Pessimiste, on est d'accord que c'est tanking et top 5 draft. Hein. C'est Zion est blessé. Oui, comme l'année dernière, ouais. Ouais. Donc avançons, tiens, sur qui on va aller? Je te propose d'aller sur les Sacramento Kings. Quel est ton point de bascule pour les Sacramento Kings? Voilà, je crois que c'est l'équipe qui m'a posé le plus de problèmes, là, je crois. Ouais, franchement, moi j'ai mis, est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver des tirs un peu plus rentables, quoi, un peu plus de tirs au cercle et de tirs à 3 points, parce que c'est vrai que quand tu regardes la shot chart des Kings, bah c'est énormément de mid-range, mais après le problème c'est que t'as énormément de joueurs en fait qui adorent prendre ces tirs-là, hein. DeMar DeRozan, bon ils ont pris en plus Westbrook, il y a aussi Dennis Schroeder, donc il y a un peu tous ces joueurs-là qui sont des porteurs de balles, pas efficaces, qui t'apportent pas non plus de spacing. Donc c'est vrai que franchement je sais pas trop où ils vont là, les Kings. Ça va être encore une saison mid, et encore j'ai envie de dire, est-ce que ce sera pas pire, parce que la synergie et même la défense, là franchement je vois pas trop où est le projet. Et il y a eu aussi des rumeurs de trade de Sabonis, donc je me dis je sais pas, peut-être encore un trade à la deadline comme on a vu avec Fox, mais c'est vrai que cette équipe je trouve va un peu nulle part, j'ai l'impression. Bah, le truc, c'est que j'ai du mal à faire ressortir un point de bascule, parce que je sais que la saison va pas basculer. Je sais exactement ce que ça va être les Kings. Non mais tu vois, c'est une équipe qui va pas du tout être cata, mais qui va avoir un net rating peut-être au niveau de 0, donc un différentiel d'attaque-défense 0, ou peut-être un peu négatif légèrement. Mais en fait, c'est que des valeurs sûres. On n'a pas besoin de se poser la question, est-ce que ça va basculer positif ou négatif? Parce que DeRozan, c'est DeRozan. Westbrook, je pense que Westbrook, il va plutôt pas mal jouer. C'est un peu mon avis, c'est qu'on va avoir une bonne saison de Westbrook, parce que son apport, c'est la création offensive dans une équipe qui en manque, donc on va retrouver un peu la configuration rêvée pour lui de création de décalage, de driving kick, etc. Mais bon, il a plus le niveau qu'il avait dans son prime, ou même il y a pas longtemps, quoi. Donc à quel point peut-il tirer l'équipe de ce point de vue? Je ne sais pas, surtout que si c'est pour faire un driving kick, mais qu'il y a Sabonis dans la raquette et qu'il y a DeRozan à 3 points, c'est quand même assez limité. Mais tu vois, je pense qu'il y a quand même largement assez de compétences pour qu'on ait une équipe grand minimum à 35 victoires, ou voilà. Mais je sais aussi que l'éventail scénario optimiste va pas aller beaucoup plus haut que 40-45 victoires, quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est assez réduit le champ des possibles, parce qu'au final, on sait à peu près quelle est cette équipe. De grosses faiblesses en défense, des créateurs offensifs, mais pas des créateurs géniaux. Donc on s'attend, on sait déjà, j'ai l'impression, à peu près ce qu'on va avoir, quoi. Bah ouais, c'est ça, parce que c'est vrai qu'en termes de... Il y a pas mal de porteurs de balles, comme j'ai dit, qui sont bons dans leur rôle, entre guillemets, hein. Voilà, oui. on sait ce qu'ils vont apporter. Il y a un plancher, en fait. C'est un peu mais les Kings, j'ai l'impression que c'est ça depuis des années. Je me souviens l'année dernière, quand on avait fait la preview chez Dunk Hebdo, j'avais dit, mais j'ai l'impression que leur plancher, leur plafond, il est égal, en fait. Il y a pas de... Donc c'est pour ça qu'effectivement, comme tu dis, il y a pas vraiment de point de bascule. Et en plus, quand même, moi, ce qui m'inquiète, c'est oui, il y a plein de porteurs de balles, mais le problème, c'est comment tu vas faire vivre un peu ce décalage-là, parce que, en fait, quand il y en a un qui va porter la balle, les autres, ils vont faire quoi? Parce que s'ils font faire partie du spacing, si t'as Sabonis, Schroeder, Westbrook qui font partie du spacing, et que t'as par exemple DeRozan qui porte la balle, franchement, ça va être compliqué, quoi. C'est un peu ça qui est aussi inquiétant, donc ouais.
C'est vrai que je vois pas trop de points de bascule non plus pour ces Kings. Après, s'il fallait en trouver un, peut-être que je dirais le truc qui m'intrigue le plus, c'est le jeu à deux et Zach LaVine. Jeu à deux, Zach LaVine et Sabonis. Est-ce qu'on peut pas retrouver un peu la version qu'on avait avec Werther, mais en plus, quoi, tu vois, ce jeu à deux là. Mais de là à ce que ça reporte l'attaque à un niveau largement supérieur, je ne sais pas. Et par contre, en défense, je sais qu'on aura à peu près des limitations. Donc voilà, le point de bascule, on ne sait pas trop parce que ça n'a pas trop basculé. On sait que ça va être ce que c'est déjà. Scénario maximum, on est d'accord, play-in, je pense. C'est une année où tu as 2-3 équipes qui sont avec des blessés, ils font play-in. Et scénario minimum, on n'est pas play-off, quoi. On est d'accord. Ouais, c'est ça. C'est à peu près comme d'habitude. Voilà. Les Chicago Bulls de l'Ouest, désormais. Oui. Les Sacramento Kings. C'est un peu l'idée. Les Portland Trail Blazers. Quel est ton point de bascule pour les jeunes Blazers? Bah, moi, j'ai mis la défense. Très clairement, j'ai mis la défense parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de profils défensifs. Et tu vois, quand tu regardes déjà la saison dernière, c'était déjà le cas. Mais au final, ils ont même pas fini. Enfin, ils ont fini 17e. Voilà. Ils ont fini 17e l'année dernière en défense. Mais je crois que la deuxième partie de saison avait été très bonne en termes de defensive rating. Mais c'est vrai que là, du coup, bah, alors Robert Williams, c'est ce qui pourra jouer, mais t'as aussi Klingan, que je trouve là en pré-saison, je le trouve beaucoup plus mobile quand même que la saison dernière, où c'était un peu son défaut. Ouais, je trouve que ça m'a un peu sauté aux yeux, je dis, il m'a l'air d'être un peu plus mobile, j'ai l'impression qu'il a perdu un peu de poids, donc ça c'est plutôt bien. Mais en plus, bah, ils ont pris Jrue Holiday, donc tu vois, il y a défense de périmètre, défense aussi sur les ailes, il y a Toumani Camara, enfin, vraiment beaucoup de profils défensifs dans cette équipe. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen, tu vois, d'aller gratter un top 10 défense avec cette équipe-là? Alors je t'avoue que j'ai fait un peu le raisonnement inverse, moi. Moi je me suis dit, le point de bascule, c'est l'attaque. Parce qu'en fait, presque la défense, je suis à peu près sûr que... non, mais je suis assez confiant qu'on aura un truc solide. Et donc, le niveau de l'équipe, ce qui peut faire basculer pour moi, c'est est-ce qu'on arrive à marquer en attaque, tu vois, parce que effectivement, la défense, je te rejoins. Jrue Holiday en plus, tu rajoutes ça là-dedans. C'est vieux, mais c'est quand même Jrue Holiday. Mais tu le rajoutes à Deni Avdia, tu le rajoutes à Toumani Camara, Klingan, peut-être que s'il prend plus de minutes aussi, le drop défensif d'élite, la protection du panier d'élite, et ainsi de suite. Donc presque, enfin, je peux continuer à la liste, des défenseurs. Ils ont aussi rajouté Blake Wesley que j'aime bien, ou plein de petits mecs comme ça. Mais du coup, moi, je pars de l'autre côté, je me dis, ce qui peut faire basculer la défense, je suis à peu près sûr de l'avoir, c'est est-ce qu'on peut arriver à créer ou pas? Et est-ce qu'on peut arriver à, notamment du coup, indirectement, les joueurs que je cible un peu par ça, c'est quid de Shaedon Sharpe, notamment. Est-ce que ça peut un peu plus exploser en attaque? Quid de, évidemment, Scoot Anderson aussi. Tu t'en doutes, mais le potentiel de créateur principal est censé être là. Donc, est-ce que ça peut se révéler en année numéro 3? Ça ne serait pas choquant. Et également, le bonus, le génial Han Sang-Yang, le pivot, le Jokic chinois qu'on a vu, et que on n'est pas à l'abri d'une surprise, d'une météorite, possiblement. Mais tu vois, je pense que ce qui peut différencier entre scénario maximum et minimum, c'est si l'attaque peut être soit mauvaise, soit potable. Ouais, bah en plus c'est vrai que ces créateurs-là sont un peu imparfaits, mais par contre ce qui peut être cool avec si par exemple Han Sang-Yang là, si on peut en fait un peu avoir une attaque de dribble and off, tu vois, avec Han Sang-Yang, peut-être que ça peut aider ces profils comme Scoot Anderson, Shaedon Sharpe, qui ont peut-être pas, tu vois, au niveau du drive, les mettre un peu plus en mouvement, des choses comme ça. Donc c'est vrai que si tu peux un peu faire une attaque un peu en 5 out avec Han Sang-Yang en dribble and off, ça pourrait aider. Surtout que Billups avait quand même mis des schémas sympas, je trouve, l'année dernière. Enfin, en tout cas, t'avais un spacing il arrivait un peu à animer un spacing qui était cool, je trouvais. Donc déjà, on voyait, même si le résultat sur le terrain était pas terrible, parce que bon, ils ont fini 23e attaque, mais je trouve quand on regardait les matchs, je me disais, je trouve que c'est sympa ce qui est mis en place du côté de Portland, qui demande juste un peu de talent, les joueurs qui se développent un peu mieux pour que ça donne effectivement une équipe en attaque qui soit meilleure que ça. Si je te dis over-under 0,5 All NBA First Team en 2026 pour Han Sang-Yang, tu prends le over ou le under? Non, c'est le Joker, c'est le Joker, on verra ça, mais ouais, je suis un peu d'accord. Et du coup, niveau le champ des possibles, jusqu'où ça peut aller pour toi en termes de scénario maximum, sachant que le minimum, il n'y a pas de playoff, on est d'accord, mais le maximum alors? Bah, j'ai envie de dire play-in, mais tu vois, pas play-in comme les autres, pour vraiment le haut du play-in, j'ai envie de dire vraiment en scénario maximum. Ouais. Je les vois bien faire une série de playoffs, premier tour, en scénario optimiste.
Ouais. Je les vois quand même pas passer au premier tour. Je pense que c'est quand même un peu tôt. Ou alors on aura vraiment une explosion offensive de Scoot Anderson et de Han Sang-Yang, les deux en même temps. Mais ouais, je les vois bien faire un premier tour. Tu vois, un peu l'équipe jeune, l'équipe défensive qui prend un 4-2 ou un 4-1 par une grosse cylindrée. Mais parce qu'ils ont fini 7e ou 8e, ils ont passé le play-in et puis voilà, premier tour, quoi. Donc, ok. On est d'accord. Donc, avançons. Sur qui on va partir est-ce que tu as des gens à peu près dans ce groupe ou pas? Je ne sais pas si je vais taper juste, mais si je te propose les San Antonio Spurs, qui était le 3e pire bilan de l'Ouest l'an passé. Alors les Spurs, quel est le point de bascule de ces Spurs 2026? Moi j'ai mis le spacing, hein. J'ai l'impression que ce sera un peu ça, parce que au niveau création offensive, j'ai quand même l'impression qu'ils ont les joueurs, hein. Avec Wembanyama, avec Stephen Castle. Ils ont aussi drafté Dylan Harper, hein, qui a quand même beaucoup de promesses en termes de création balle en main, en termes de drive, tout ça. Il y a aussi De'Aaron Fox, hein, que j'allais oublier, mais quand même qui a été récupéré. Donc tu vois, il y a beaucoup de comme ça de créateurs qui peuvent avoir la balle entre les mains. Le problème, c'est que c'est vrai que le fit entre tout ça, le spacing entre tous ces joueurs-là, c'est un peu le point de bascule, parce que Castle, c'est le défaut de ce joueur, il a pas de shoot. De'Aaron Fox, bon, c'est pas non plus son point fort. Enfin, tu vois, Dylan Harper, je sais pas trop. Je sais qu'à la draft, il y avait en tout cas, il y a un point d'interrogation sur un peu son jeu off-ball, où on a un peu l'impression que ça a pu être un porteur de balle et que, off-ball, il va peut-être pas trop exister. Mais ça, après, j'ai envie de dire, on verra. Mais il y a beaucoup, de créateurs comme ça, et c'est vrai que, la défense, tu vois, je l'imagine quand même bonne avec, Victor Wembanyama et tous les profils quand même que j'ai cités, Stephen Castle, il y a toujours Harrison Barnes, enfin voilà, il y a quand même pas mal de joueurs de ce côté-là qui peuvent apporter. Mais c'est vrai, c'est à quel point l'attaque sera bonne et à quel point, on pourra un peu, trouver un spacing, faire du drive and kick, fonctionnel, quoi. Tu connais un peu l'expression, il y a qu'un seul ballon, qui, bon, je trouve parfois un peu exagéré, parce qu'en fait tu peux avoir plusieurs stars et c'est pas grave, elles savent très bien combiner entre elles, genre les Warriors de Curry et Durant, il y avait qu'un ballon, mais c'est pas très grave, hein, parce que l'un optimise l'autre et vice versa. C'est vrai que pour le coup, chez les Spurs, non pas pour aller sur cette expression aussi, mais j'ai un peu une question sur le spacing, comme tu dis, en fait, Fox est très bon avec la balle, Castle aussi, Dylan Harper aussi, mais finalement, quid de leur valeur quand eux n'ont pas la balle? Est-ce qu'ils peuvent coexister sur le terrain à côté d'autres? Est-ce que surtout ils peuvent optimiser les autres? Donc ça, c'est un peu la question. En point de bascule, je te rejoins un peu sur le spacing, mais j'avais noté les velléités de la franchise. Est-ce qu'on veut gagner dès cette saison ou pas? Parce que moi, je pense que mon idée un peu secrète, c'est que l'an dernier, les Spurs, ils voulaient pas trop gagner. Je pense que ça leur allait bien d'avoir encore un très haut choix de draft. Et je parle de ça parce qu'on a bien vu que Wemby, en 2024, tu lui donnes tous les ballons, notamment plein de piquets dans l'inversé. Ah bah tiens, ça va taper des grosses écuries, hein, des Knicks, des Nuggets 2-3 fois, des Warriors et plein d'équipes comme ça. Et l'an passé, on n'a pas eu trop ça, tu vois. On était un peu sur la retenue, donc le point de bascule, très simple, moi, c'est les velléités. Et si on veut vraiment gagner, est-ce qu'on donne tous les ballons à Wemby déjà, et que je pense que ça peut être assez dévastateur, quoi. C'est ce qui m'a un peu frustré en année numéro 2, c'est qu'on l'a pas eu. Donc je me demande si l'an prochain ils veulent aller en playoff. À mon avis, ils peuvent totalement. Mais tu vois, je te parle de ça, de la création de Wemby on-ball notamment, mais je te rejoins que ça dépend aussi du spacing et de qu'est-ce que tu peux avoir autour. Mais tu vois, je sais pas ce que tu en penses aussi de la défense. Pour moi, la défense, c'est un peu moins un point de bascule, parce que je suis à peu près certain qu'avec avec en plus l'ajout de Cornet, de Carter Bryant, de Dylan Harper, de De'Aaron Fox qui était pas là totalement l'an dernier, Stephen Castle qui va prendre plus de minutes, etc. Je pense que la défense, il y a moyen d'avoir une très bonne défense, en fait. Oui, je suis d'accord. Non, la défense, c'est ce que je disais. Franchement, je m'inquiète pas. C'est vrai que j'avais oublié l'ajout de Cornet là. Mais oui, c'est vrai qu'il y a aussi Luke Cornet. Donc c'est vrai qu'il y a quand même énormément de profils comme ça de défensifs, mais en plus des profils cool où tu peux le déployer en safety, Wembanyama, ou alors l'un ou l'autre, ou alors Cornet, voilà, l'un ou l'autre. T'as quand même une bonne défense de périmètre, t'as aussi des bons ailiers défensifs. Enfin, tu vois, il y a pas mal. Donc non, ça là-dessus, je m'inquiète pas. En plus, il y a quand même de la taille. Je veux dire, même tes porteurs de balles quand même sont grands. Donc ça, c'est quand même un avantage. Mais oui, ça va être ça. Et puis, il y a un moment. Alors Fox, je crois maintenant, ils peuvent plus le trader, hein, maintenant qu'il a été prolongé pendant toute la saison. Oui, je crois que comme c'est un max, ils peuvent pas jusqu'à la fin de saison. Ouais, t'as raison. Un peu comme Jamal Murray l'an passé, ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a un moment donné, je me disais, quand tu parlais de velléité, moi je pensais aussi à un trade, tu vois, peut-être de plus grande envergure. Genre, est-ce que par exemple, si un Giannis devient dispo, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu tentes le coup? Ce genre de choses. Mais bon, c'est vrai que si De'Aaron Fox, tu peux pas le trader avant l'été prochain, bon, ça, du coup, tu pourras pas, quoi. Ou alors ça arrivera l'été prochain.
Scénario maximum alors pour les Spurs, qu'est-ce que tu vois comme max? Bah, j'ai presque envie de dire pourquoi pas fin de playoff, 6, 7, 8, quelque chose comme ça, hein. Si tout se déroule bien. Je suis d'accord. Je pense qu'ils peuvent faire un premier tour de playoff. Est-ce qu'ils peuvent passer le premier tour? Ça dépend toujours de qui est en face. Ouais, mais là, c'est vraiment le scénario maximum où l'attaque, ça clique très bien, la défense est d'élite, et voire même plus que ce qu'on imagine. Et non, mais je suis d'accord. Premier tour de playoff, et même pourquoi pas, tu vois, même 6e place, une 6e place de conférence, quoi. Genre, ça tourne bien en régulière. Ils sont à 45 victoires, ou même peut-être un peu plus. Ils sont 6e. Bon, ils tombent contre le 3e qui est genre Denver. Bon, ils sont éliminés. Mais ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord comme scénario maximum. Est-ce qu'en scénario minimum, tu penses que, hors blessure, hein, évidemment, on parle de hors blessure, catastrophe industrielle, de Wemby joue pas de la saison, ou ce genre de choses, mais est-ce que tu les vois sortir du play-in en scénario minimum? J'ai un peu du mal quand même à le voir parce que si on est bien sûr on enlève les blessures, hein, parce que tout ça c'est vraiment le truc qui fera que comme l'année dernière finalement c'est ça aussi qui ont fait que ils étaient plus du tout en play-off. Puis comme t'as dit c'était peut-être aussi un peu voulu, mais non, si tout le monde est en santé en tout cas j'ai quand même du mal à les voir. La défense sera trop bonne déjà je trouve pour. Ouais, je pense puis aussi, je pense que t'auras peut-être juste une attaque assez bonne même si tu vois c'est pas optimisé. Bon t'as quand même du talent, quoi. Je veux dire, en attaque, tous les porteurs de balles qu'on a cités, plus Victor Wembanyama, t'as tout juste assez quand même en attaque et la défense qui sera très bonne, je pense, pour ne pas aller en play-in. Ça me paraîtrait quand même fou que ça n'arrive pas, ouais. Le seul truc, c'est que play-in, il y a 10 équipes, play-off ou play-in, et donc 5 équipes qui sont laissées sur la touche dans une conférence. J'ai plus d'équipes que je vois bien en play-off ou en play-in que d'équipes où je me dis ça va tanker ou ça va être forcément en dehors du top 10, quoi, tu vois. C'est un peu le problème, de cette conférence Ouest, hein. C'est sûr qu'on a comme t'as dit, pour le tanking, on a cité finalement que Utah. Donc, c'est dire la densité qu'on a à l'Ouest. En fait, toutes les autres équipes, finalement, elles vont jouer les playoffs. Enfin, en tout cas, leur but, j'ai envie de dire, ça va être d'être en playoff. Ça va pas être de tanker. Ou alors peut-être qu'effectivement il y aura sûrement des blessures dans certaines équipes. C'est peut-être ça qui fera tu vois, le front office dira en fait non, toi on va te reposer, comme ça on sait qu'on joue la loterie, quoi. Je suis d'accord. Les Memphis Grizzlies, ton point de bascule pour les Grizz. Alors Memphis, j'ai mis un peu la création offensive en dehors de Ja Morant. C'est un peu ce qui me pose question, parce que du coup il y a eu le départ de Desmond Bane, hein. Ouais. Et c'est vrai que Bane occupait pas mal ce truc là de créer d'avoir la création secondaire. Il y a aussi un peu Jaren Jackson Jr., mais on va dire que c'était plus pour lui-même. Et en plus j'ai l'impression que il y a eu un peu il y avait la circle offense au début, le coach l'assistant coach a été viré avec Taylor Jenkins, qui a été du coup remplacé par Lee Salo, où lui c'est plus de l'attaque de pick and roll. Donc j'ai l'impression qu'on va un peu remettre Ja au centre de l'attaque, où ça va être pas mal de pick and roll Ja Morant. Donc je pense que Jaren Jackson Jr., du coup on va peut-être moins le voir à la création. La saison prochaine il fera plus partie finalement du spacing, parce qu'en plus il y en aura besoin. Mais c'est vrai que je me dis, en dehors de Ja Morant, du coup qui va un peu créer, c'est un peu la question, quoi. Ils ont pris Ty Jerome, qui est sorti d'une super saison avec les Cavs, donc il y a un peu des joueurs comme ça qui peuvent un peu prendre le relais. Mais c'est vrai que je me dis, si Ja Morant est blessé, si Ja Morant rate des matchs, c'est vrai que ça va être peut-être un peu plus compliqué pour Memphis. C'est vrai que après, tu vois, il y a la perte de Desmond Bane. Moi je me dis, l'an prochain on va garder peut-être Jaren Jackson à un plutôt bon volume pour le coup, alors que lui profitait aussi de la circle offense, hein. Et donc si l'attaque redevient pick and roll, il pourrait subir un peu les conséquences de ça. Mais vu que Bane n'est pas là, peut-être que lui va garder un certain volume. Et de l'autre côté, Ja Morant aussi va prendre plus de ballons. Ty Jerome peut-être, comme tu viens de dire, arrive et va prendre un peu de ballons. Moi, ma question, c'est pas tant la création en soi, même si je te rejoins que ça peut l'être, hein, mais la création, on va dire qu'il y a toujours un peu la possibilité de, allez, tiens, on booste un peu Ja Morant, on booste un peu Jaren Jackson, peut-être même les surutiliser, mais on peut. Ma question, c'est le spacing, parce que tu as perdu, en plus d'un créateur, tu as perdu le mec qui était un peu, pas lui tout seul, j'exagère, mais qui était un peu ton spacing, qui était une partie ultra importante de ton spacing, qui est remplacé par KCP. Bon, c'est un shooter,
mais c'est pas la même menace, quoi. Il sort d'une mauvaise saison au shoot, mais à la limite, ça c'est pas très grave. Je pense que c'est un bon 3&D. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas nouveau chez eux. C'est, pour moi, la question tous les ans, c'est à quel point est-ce qu'on a un bon spacing pour permettre et optimiser un jeu de pick and roll de Ja Morant ou un jeu de drive, d'isolation de Jaren Jackson. Donc là-dessus, je suis pas rassuré, quoi. Il y a des bons joueurs que j'aime bien dans cette équipe, mais voilà, il y a qui en vrai shooter off-ball? Bon, Jaren Jackson, quand il a pas la balle, ça peut être cool. KCP, d'accord. Santi Aldama, ça sort du banc pour pas mal de minutes, mais ça sort quand même du banc. Ty Jerome, je suis pas sûr qu'il soit sur le terrain pour 30 minutes par match comme Desmond Bane, hein, malheureusement, à cause de la défense. Zach Edey, il va être planté sous le panier. Enfin, tu vois, la question du spacing se pose encore une fois, comme toujours chez les Grises, j'ai l'impression. Ouais, après t'as peut-être des line-up pour en faire un pas si mal, je me dis. Alors, il y a Jalen Wells que je trouve est quand même plutôt correct à 3 points. Alors c'est sûr qu'il a pas le shoot en mouvement, mais tu vois, on pourrait très bien imaginer des line-up avec Wells, avec Jaren Jackson, Zach Edey s'il pose les écrans. Bon, t'as peut-être moyen, tu vois, d'avoir un espèce de pick and roll où au moins t'as 3 bons joueurs qui sont à peu près bons à 3 points, qui sont respectés. Donc peut-être que comme ça t'as moyen d'avoir un spacing pas trop mal. Mais oui, après c'est sûr que moi ce que j'aimerais bien voir en fait c'est peut-être Ja Morant, je sais pas, un peu plus en mouvement, ou parce que je trouve que le Ja Morant peut-être trop statique à faire que des pick and roll classiques. Bah on a vu quand même un petit peu la limite, donc je sais pas, trouver un peu le faire peut-être jouer plus de zoom action, plus de dribble and off, des choses comme ça, ou même des stampede action. Je sais que avant il le faisait pas mal, Taylor Jenkins. La saison dernière, c'est vrai qu'on l'a beaucoup moins vu avec la Circle of Fun, mais tu vois, trouver un peu des trucs comme ça là, de le mettre en plus en mouvement en fait, de profiter un peu de son explosivité, quoi, tout simplement. Je suis d'accord, et donc scénario optimiste, jusqu'où tu les vois aller? J'ai envie de dire je verrais quand même toujours play-in, peut-être pourquoi pas play-off. Ouais, je dirais play-in et aller premier tour play-off, vraiment dans le très optimiste. J'avoue que je les vois bien, scénario très optimiste, mais potentiellement passer un tour. Ça dépend du match-up, hein, évidemment. Ouais. Ça dépend du match-up, mais tout se passe bien. Ja Morant explose encore plus haut niveau, il fait le next step. La défense toujours élite. Zach Edey qui grandit dans son rôle. Les 3&D, comme tu dis, Wells, KCP, ils sont présents. Le bon match-up, tu peux battre quelqu'un même d'un peu plus gros, je pense. Après, scénario minimum, je les vois play-in. Ouais. Je les vois play-in. Or, je répète, hein, quand on s'amuse au scénario pessimiste, on met un peu de côté tout ce qui est blessure, catastrophe, grosse catastrophe. Genre, il y a 2 ans, quand Ja Morant il fait 9 matchs dans l'année, bon, voilà, ça c'est pas dans le champ des possibles. C'est en dehors, mais ouais. J'aime bien cette équipe et en fait je crois beaucoup au jeu de pick and roll potentiellement qui peut être développé, et vu que j'aime beaucoup Ja Morant aussi, je me dis que ça peut être cool. Après on n'a pas parlé, mais peut-être 2-3 trades aussi qui pourraient éventuellement peut-être rajouter un mec ou 2. Tiens, les Dallas Mavericks, qu'est-ce qu'on pense de Dallas? Quel est ton point de bascule pour Dallas? Oh, moi là j'ai mis clairement l'attaque, et puis surtout l'attaque depuis le périmètre, parce que c'est vrai que du coup on est y a plus personne, quoi, hein. Du coup, vu Kyrie Irving est blessé, il y a eu le trade de Luka. Autant là la défense c'est un peu comme certaines équipes dont on a parlé, je vois vraiment pas le truc c'est impossible limite que ça fonctionne pas, tellement t'as énormément de profils, t'as énormément de protecteurs de cercle aussi, entre Anthony Davis, Derek Lively, Daniel Gafford. Il y a beaucoup de profils comme ça, même les ailiers défensifs, Najee Marshall, des gars comme ça, des joueurs comme ça. Mais c'est vrai que par contre, en termes de guard play, comme aime bien dire Tom, c'est un peu là ma question. Il y a D'Angelo Russell qui est arrivé, donc ça c'est cool, mais voilà, tu vois, D'Angelo Russell c'est sympa, mais c'est pas lui qui va t'amener, c'est pas le créateur qui va t'amener à une attaque super forte, quoi. Et puis il y a aussi Cooper Flag, qu'est-ce que ça va donner? Moi je sais que en termes de défense, justement ça va être très cool, parce que je pense que lui aussi en termes de protection de cercle secondaire et défense off ball, où je l'ai trouvé vraiment très bon à Duke, là-dessus aussi il va pouvoir apporter. Après j'ai mes questions quand même en attaque. Le passing est bon, je trouve, mais c'est vrai que c'est pas le score. C'est pas comme, tu vois, si on devait faire une comparaison, c'est pas comme Dylan Harper. On n'a pas affaire à un vrai créateur héliocentrique qui va driver, encore driver.
il a un peu des limitations en termes de handle, tout ça, où il est un petit peu rigide, moi je trouve, donc c'est pas là où il est le plus fort. Après, ça va être comment tu vas pouvoir lui trouver des sets de shooter, parce que je pense que ça peut être à minima un bon shooter, donc essayer un peu de l'utiliser off-ball, mais ça va être un peu ça, comment tu vas trouver un peu des trucs et astuces pour faire vivre un peu cette attaque. Je sais que j'ai vu, ils ont pas mal encore utilisé là en pré-saison Anthony Davis avec des pick and roll inversés. Ouais. Donc voilà, je pense que ça va un peu passer par ce genre de choses, mais est-ce qu'en tout cas, tous ces trucs-là vont faire que t'as une bonne attaque? Oui, Cooper Flag, je pense que l'idée c'est que il peut être un top 15 ou top 20 joueur NBA largement, mais pas forcément par 30 points par match en fait. Je suis d'accord que le scoring peut être bien, voire très très bien, mais c'est peut-être pas, comme tu dis, un peu le mec qui peut être le dépositaire du jeu ou qui a un scoring un peu implacable. En tout cas, surtout pas au début. Peut-être qu'il développera ça à la fin, mais enfin en cours de carrière évidemment. Mais je suis d'accord, point de bascule, création offensive, mais aussi parce que de l'autre côté, j'ai très peu de doutes que finalement ça va être élite en défense, parce que au-delà de la compétence, il y a aussi les capacités d'aligner des line-up complètement dingues, hein, avec que des grands, avec Cooper Flag en meneur, PJ Washington au poste 2, Gafford en 3, Davis en 4 et Lively en 5. J'exagère un peu, mais il y a quand même je pense que défensivement ça peut être génial, mais par contre la question c'est quid de quand est-ce que Kyrie va revenir pour cette création. Et tu vois, même si Kyrie revient, pour moi, Kyrie et Anthony Davis, les deux peuvent un peu créer, hein, mais aucun des deux n'est un peu un vrai bon gros dépositaire de jeu, quoi. C'est un peu la limite chez eux, je trouve, c'est qu'ils peuvent élever le plafond à côté d'une star, mais pas forcément faire être eux-mêmes le dépositaire du jeu. L'autre côté, point de bascule un peu fun, le trade de LeBron, on a le droit de dire ou pas ça? Ouais, bah après franchement, ouais, après j'ai envie de dire, après le trade de Luka, franchement tout est possible. Bah voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est sûr que ouais, ça, en tout cas, ça ferait sens. Ça ferait sens parce que, tu vois, si t'enlèves Gafford, enfin, tu vois, les profils comme ça, Klay Thompson, Gafford, tu vois, c'est des contrats un peu mid, mais des 20 millions. Donc, en tout cas, c'est vrai que t'as des cartouches, en tout cas, pour faire un trade comme ça. Mais c'est sûr que oui, ce serait le bienvenu. Même un LeBron de 40 ans, ce serait quand même cool ça t'amènerait quand même beaucoup plus de création offensive. Et ta défense, il perdrait pas tant que ça, même si on sait que LeBron c'est plus le défenseur d'avant, mais quand même, je veux dire, il a toujours, voilà quoi. En plus, on l'a vu l'année dernière dans certains matchs où quand il décide de défendre, bon bah c'est toujours là quoi. Je suis d'accord. Donc création offensive qui peut faire que l'équipe soit défense d'élite et moyenne en attaque, ou alors défense d'élite et bonne en attaque. Ça peut tout départager. D'ailleurs, scénario maximum. Quel est pour toi le scénario maximum de ces Mavs? Bah, j'ai envie de dire pareil, pourquoi pas passer un tour de play-off, vraiment si tout se passe bien, tu vois, qu'on arrive à avoir une création offensive juste assez bonne et que l'attaque est top 5, parce que franchement j'ai limite pas de mal à l'avoir aussi haut. Après voilà, ça dépendra aussi du match-up que t'as au premier tour, hein. Ça peut très bien s'arrêter au premier tour si tu tombes sur une équipe qui profite du fait que pour quand tu vas arriver en play-off, bah t'auras pas ce créateur-là qui va te créer les décalages. J'ai presque envie de dire maximum, je les vois bien passer 2 tours, moi, presque. Vraiment, c'est un idéal de chez idéal, hein, on est d'accord. Mais en fait, je pense que je vais dire ça pour à peu près 8 équipes désormais, finale de conf. Mais non, mais je pense vraiment que la défense peut être à ce point élite. Et donc, si la création offensive, notre point de bascule, est juste assez bon ou très bon, à mon avis, il y a quand même un modèle d'équipe qui ne battra pas tout le monde absolument. Par contre, le bon match-up, la défense d'élite peut poser des problèmes, et donc je les vois bien passer un tour ou deux, quoi, vraiment en maximum. Hein, t'arrives au deuxième tour, ouais, et t'as la bonne équipe en face qui a fait un upset ou qui est une bonne attaque mais une défense moyenne, et toi avec ta défense tu vas contrer cette attaque, etc. Donc ouais, le maximum, je les vois bien faire une saison finale de conf, et minimum, je ne les vois tout de même pas descendre plus bas que le play-in. Après, le problème du scénario minimum des Mavs, c'est on n'en parle pas trop aujourd'hui, il y a tout de même la carte blessure, quoi. Et le côté Kyrie revient pas ou revient mal, Anthony Davis se blesse, et ainsi de suite, quoi. Donc ça, c'est quand même un scénario plus probable que pour d'autres équipes, j'ai l'impression, chez eux, quoi. Oui, bah de toute façon c'est vrai que t'as toujours ce problème. Puis en plus c'est sur des joueurs majeurs, donc c'est sûr que là c'est autant si t'avais des joueurs moins importants qui se blessent, c'est moins grave. Mais c'est vrai que là si tu perds Anthony Davis, bon bah là c'est sûr que c'est plus du tout pareil. Mais oui, je suis d'accord. En tout cas, s'il y a pas de blessure, ouais, je les vois pas tomber plus bas que le play-in, parce que encore une fois, la défense est beaucoup trop forte pour aller aussi bas. Ça t'apporte un plancher, mine de rien, cette défense.
Les Los Angeles Clippers, quel est le point de bascule des Clippers en dehors du podcast de Pablo Torre et de à quel point Marc Cuban continue de parler? De pas avoir trop d'aspiration pour le titre. C'est ça, ouais. On va dire. Non, plus sérieusement, j'ai mis en fait trouver de la création en dehors de James Harden parce que l'année dernière, c'est vrai que du coup, il a emmagasiné un énorme usage. Je me dis, tu vois, il vieillit. Alors déjà, moi, j'ai été surpris de le voir encore faire ce qu'il a fait à son âge, parce que c'est vrai qu'aux Sixers, il était quand même beaucoup plus en retrait en termes d'usage. Là, il a repris limite son usage qu'il avait à Houston, ou pas loin, tu vois, entre plus de 30% d'usage, avec toujours moins efficace qu'avant, ce qui est un peu logique, mais quand même toujours dans l'efficacité moyenne. Et puis toujours cette création de décalage, ce passing qu'on lui connaît. Mais je me dis, est-ce qu'il va pouvoir réitérer ça encore une année avec un an de plus? Surtout qu'on a vu alors Kawhi a pas été très bon au début, mais par contre on a vu un bon Kawhi, même un très bon Kawhi en playoff. Donc si on peut toujours avoir ce Kawhi là, ça pourrait être sympa. Mais surtout, je trouve l'ajout de Bradley Beal en fait peut vraiment faire une différence. C'est un peu ça même, je dirais, mon point de bascule, c'est à quel point on va avoir un Bradley Beal qui va pouvoir créer offensivement et un peu remplacer ce qu'ils avaient avec Paul George, parce que je trouve que c'est un peu ce qui leur manquait. C'est un peu ce troisième créateur sur isolation, sur drive. Et Bradley Beal qui est un bon driver, du coup, en tout cas, s'il reste en santé et qu'il fait une bonne saison, ça peut vraiment être ce point de bascule-là, parce que tu vas retrouver un peu ce monstre à trois têtes, j'ai envie de dire, où tu vas pouvoir répartir un peu la création sur ces trois joueurs-là. J'ai envie de dire en point de bascule le spacing, et donc par conséquent un peu combien de joueurs de rotation sont capables de jouer des minutes qualitatives des deux côtés du terrain. C'est un peu ça mon point de bascule, parce que l'an dernier, c'est ça qui a fait basculer dans le négatif, à mon avis. Alors tout le monde retient le match 7 et Harden et Kawhi qui ont été nuls au match 7 parce qu'ils n'ont pas le mental. Mais tu vois, moi, le problème de la série contre les Nuggets, à mon avis, c'est que tu étais obligé de faire un choix. Soit la défense de Derrick Jones Jr. et de Chris Dunn, mais sans le shoot, ou avec moins de shoot. Il y en a un peu chez Derrick Jones, mais Chris Dunn n'était pas respecté. Soit sinon l'attaque de Bogdanovic, mais du coup il se faisait cibler. Et Batum, qui était un peu la clé de voûte entre les deux, spacing et défense, mais qui a plus autant de jus pour jouer 30 minutes par match en playoff. Donc il jouait finalement assez peu. Donc là, c'est vrai qu'il y a quand même plutôt des pistes intéressantes, et je parle surtout de ça, du spacing, parce que si Bradley Beal confirme, vraiment le vrai Bradley Beal, on va dire, on sait qu'il peut jouer off-ball, et donc ça rajoute un mec dans cette catégorie de joueurs two-way, quoi, on va dire comme ça, de viables des deux côtés du terrain. Et je dis ça aussi parce que pour le coup, on peut aussi rajouter Brook Lopez dans l'histoire, qui peut défendre en tant que pivot, mais aussi en spacing. Donc j'ai aussi pas de mal à imaginer potentiellement des line-up avec soit avec Zubac et parfois Lopez à côté, pour apporter un shoot autour du pick and roll, potentiellement, mais ou sinon juste un line-up un peu plus petit avec que Brook Lopez et lui en spacing. Et donc ça, t'as une option que t'avais pas trop l'an passé. Pour le coup, donc Bill plus Brook Lopez également, à voir également s'il n'y a pas un mec, un petit jeune qui peut pas continuer un peu à émerger là, je les connais pas bien là, mais les Jordan Miller, etc., potentiellement. Mais voilà, moi je vise et je cible un peu ça. Cam Christie aussi, le frère de Max Christie d'ailleurs, Cam Christie qui est par là, qui va être sophomore je crois, mais j'ai hâte de voir. On a aussi d'ailleurs toujours Bogdanovic qui est par là, mais le spacing pour moi est clé pour dérouler un peu l'attaque, parce que on n'en a pas parlé, mais la défense s'est encore renforcée, et que je pense qu'on aura encore une défense qui va être élite l'an prochain. Ouais, en plus moi j'ai beaucoup aimé leur schéma défensif, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure je me dis il y a énormément d'équipes qui vont être, en tout cas qui pratiquent et qui ont du personnel défensif vraiment de qualité dans la conférence Ouest. Mais oui, je te rejoins sur le spacing, mais c'est vrai que en play-off, on voyait souvent le coaching staff des Clippers tâtonner un peu dans ces line-up, où soit on mettait un peu plus de défense, où on avait même vu des fois des espèces de five out où c'était Bogdanovic qui jouait, mais on sentait bien que de l'autre côté, du coup t'avais du mal à défendre. Là, je trouve que par contre, ce qui est sympa, c'est que t'as quand même plus d'options. Rien que Brook Lopez, déjà, t'offre rien que le fait d'avoir en fait un poste 5 qui shoot, déjà, ça a énormément de valeur, hein. Donc même, tu vois, si t'alignes un non-shooter, par exemple Derrick Jones ou Chris Dunn, mais que tu as Brook Lopez en poste 5, déjà c'est un peu plus viable. Ça change tout, Donc t'as ce côté-là qui est sympa. Et en plus, on n'a pas parlé de John Collins, qui je trouve est quand même un bon ajout. Ça fait encore une menace de lob pour James Harden. Et lui aussi, il avait fait quand même une bonne saison, je trouve, du côté du Utah. Donc c'est aussi un ajout sympa. En plus, le shoot à 3 points était un peu revenu l'année dernière. Tout à fait. Donc si tu pars un peu cette double menace, moi j'aime bien ce qu'ils ont fait les Clippers en termes de recrutement, et c'est un peu l'équipe qui m'intrigue aussi.
depuis 2 ans, il est à autour des 38-39%, je crois, à 3 points. Ouais, 38 sur quasiment 400 tentatives en 2 ans à Utah, alors qu'il avait un peu une panne à la fin à Atlanta. Mais voilà, c'est vrai que lui aussi a techniquement un peu de shoot. C'est plutôt la défense qui colle pas chez lui, mais une défense intérieure. Là, avec Lopez et avec Zubac, si tu déploies un peu plus Collins en défenseur entre guillemets extérieur sur des lignes de mobilité périmètre, bah ça colle mieux. Donc ouais, je suis d'accord. Oui. Donc scénario maximum, jusqu'où on va pour ces Clippers? Quelles sont leurs aspirations? Franchement, si tout va bien, qu'il n'y a pas de blessure, qu'il n'y a pas de... que Kawhi ne se fait pas suspendre, etc., moi j'ai envie de dire franchement finale NBA. Hein. Je suis d'accord que le scénario optimiste va jusqu'au final NBA. Et le pessimiste, premier tour de playoff ou play-in, un truc comme ça, ouais. Je suis un peu d'accord. Ouais, qualifié directement en playoff, ouais, je vois pas. Top 6, tu les vois pas genre 7ème ou 8ème? Après, si, c'est possible, hein. Oui, c'est possible, ouais. Mais, ouais, j'ai quand même plus, je pense quand même, en tout cas, s'il y a pas de blessés, quoi, c'est toujours un peu le même problème, mais, ouais, 6-7, quoi. Plus, en tout cas, plus 6-7 qu'au fond du play-in, quoi, on va dire. Je suis d'accord. Et donc avançons. Les Minnesota Timberwolves, double finaliste de conférence en titre, les Wolves. Quel est le point de bascule pour Mini? Bah là, ça va être un peu redondant avec d'autres équipes, mais j'ai mis aussi le spacing, parce que je trouve que c'est on est un peu obligé de mettre ça, parce que la défense est toujours élite. En plus, ils ont plein de profils défensifs avec Rudy Gobert, mais pas que. Bon, ils ont quand même perdu Nickeil Alexander-Walker, mais bon, t'as quand même plein d'autres profils avec Jaden McDaniels, dont Teddy Vincenzo, les joueurs comme ça. Mais je me dis, vu que t'auras une top défense, que ton attaque, t'as toujours Anthony Edwards plus Julius Randle, je trouve ça bien qu'ils aient trouvé un peu, c'est ce qui leur manquait avant, finalement, avec Karl Anthony Towns, il te manquait un peu cette création secondaire, ils l'ont trouvé. En plus, j'ai bien aimé la saison de Julius Randle la saison dernière. Par contre, c'est maintenant, comment tu vas un peu animer tout ça, comment tu vas essayer de trouver un spacing intéressant, parce que c'est vrai que ils sont un peu butés des fois sur les défenses adverses qui respectaient pas du tout leur spacing, et ça a été un problème. Donc j'ai un peu l'impression que c'est ça leur point de bascule. Et je me dis, tu vois, un DiVincenzo qui jouerait plus, par exemple, parce que Nickeil Alexander Walker, n'est plus là. Tu peux aussi faire des 5-out avec Naz Reid, essayer de trouver un peu des trucs comme ça, de créer un peu du spacing, parce que pareil, même en termes de connecteurs, je trouve qu'ils sont quand même assez fournis. Donc t'as quand même des joueurs qui peuvent faire du connecting, tu peux peut-être fabriquer un peu un spacing. Mais en tout cas, si t'arrives à avoir ce spacing-là, ça va tout de suite ouvrir un peu le jeu de drive de Anthony Edwards plus le post-up de Julius Randle. Mais ouais, je pense que ça passera par là, hein, pour les Wolves. Ouais, je suis d'accord. C'est pas marrant. C'est pas marrant du tout, mais c'est ça le principal. C'est le spacing. Donc en effet, et le problème, c'est que en termes d'assets, il n'y a pas grand chose, quoi. Tu vois, même au niveau contrat, t'es obligé de trancher dans du gros, quoi. Dans du Naz Reid, McDaniels aussi, 24 millions, mais je veux dire, un statut important, ou alors Randle, ou alors Gobert. Peut-être qu'il y aura un trade, hein. Peut-être qu'il y aura un trade qui va arriver, mais j'y crois pas trop. Après, peut-être explosion de Rob Dillingham, potentiellement. Ça peut aussi aider, éventuellement par-ci, par-là. DiVincenzo, moi j'espère qu'il va être titulaire cette saison. J'espère qu'il va prendre un gros minutage et que Mike Conley va doucement rentrer vers le banc, 20 minutes par match. Et comme ça, on a un meneur, entre guillemets, DiVincenzo en 3&D. Mais ok. Et alors, en termes d'éventail possibilités, comment est-ce que tu vois un peu les possibilités pour cette saison? Moi, j'ai envie de dire, franchement... moi je dirais finale de conf, ou voire même pourquoi pas finale NBA, hein. Franchement, si tout clique bien, mais scénario en tout cas plus probable, je dirais comme l'année dernière, finale de conférence. J'avoue que je suis un peu plus bas sur eux que les Clippers. Okay. Tu vois, je vois bien aller au deuxième tour. Après, tu vois, on dit ça, mais l'an passé, il y a une blessure en face et du coup, ils vont en finale de conf. Et donc, on peut revenir nous attraper par le col sur le podcast de l'an dernier en disant, vous avez vu, ils ont dépassé le scénario optimiste. Mais je pense quand même qu'il y a intrinsèquement des limitations par rapport à cette équipe qu'il n'y a peut-être pas chez d'autres, en fait. Peut-être que je m'enflamme pour d'autres, mais
je vois le plan pour les stopper est finalement assez simple. Et ok, la défense peut être élite, mais il y a le choix cornélien aussi qu'est-ce qu'on fait avec Gobert? Est-ce qu'on prend plutôt Gobert pour la défense, mais tu vas le payer en attaque? Ou est-ce qu'on fait jouer Naz Reid, mais tu perds quand même beaucoup en défense par rapport à Gobert, évidemment. Donc je vois un peu plus de limitations. Deuxième tour, oui. Est-ce que je les vois aller jusqu'en finale de conf? Et peut-être, tu me diras selon le tirage, mais ouais, je suis un peu plus bas, en tout cas, chez eux. Et donc on avance. Allons sur l'équipe qu'ils ont éliminée, les Golden State Warriors. Quel est ton point de bascule pour Golden State? Moi j'ai mis est-ce qu'on va pouvoir avoir un Jimmy Butler plus concerné, mais en tout cas qui va pouvoir peut-être, je sais pas, retrouver un usage un peu plus élevé que ce qu'il avait à Miami, tu vois, pour un peu plus créer à côté de Curry. C'est un peu ça mon point de bascule, mais après j'en ai pas non plus énormément parce que en réalité, tu vois, je trouve qu'ils ont pallié pas. Enfin, il y a peut-être l'âge de l'effectif, tu vois, je dirais. C'est peut-être plus ça finalement le point de bascule. C'est pas très intéressant, mais parce que en fait, en termes tactiquement, tu vois, si tout se passe bien, il y a pas beaucoup de points faibles, je trouve, dans cette équipe. Parce que Horford, je trouve qu'il leur manquait du spacing, tu vois, la saison dernière. C'est pour ça qu'à un moment ils ont plus fait jouer Buddy Hield dans certaines match-ups de playoffs, notamment contre les Rockets. Mais du coup, Buddy Hield pouvait un peu te faire perdre de la défense. Là, je trouve que les ajouts de Horford, il y a aussi d'Anthony Melton qui va revenir. Alors, c'est pareil, dans quel état de santé? Parce qu'il a souvent été blessé, mais il y a eu pas mal d'ajouts comme ça intéressants. Melton qui était déjà là, mais finalement n'a pas joué, mais du coup qui revient et qui là, il remis de sa blessure. Mais c'est vrai que du coup, je vois pas énormément de points de bascule, en tout cas tactique, parce que pour moi, ils ont toutes les armes, en fait, tactiquement, pour être bon, que ce soit en attaque ou en défense. Mais c'est vrai que par contre, ils ont des joueurs âgés, entre guillemets, la plupart ont 35, voire plus de 35. Et c'est peut-être là, tu vois, l'état de santé, de comment ça va, ne pas avoir trop de blessures, j'ai envie de dire, en saison régulière, quoi. Ouais, tu veux dire le point de bascule, c'est ce qu'ils vont réussir à avoir un sponsorship avec une marque de monte-escalier ou, ou un truc du genre. Non, mais c'est vrai que là encore, c'est pas marrant, mais c'est santé / âge, on peut dire. Ouais. Mais moi, je serais aussi intéressé par les rotations, en fait. Point de bascule, c'est toujours un peu ça avec Steve Kerr. Et on a vu que normalement, si on poursuit un peu la lignée de l'été, de la saison passée, il y avait un côté spacing qui avait été rajouté en deuxième partie d'année avec Quinton Post et avec Moses Moody qui faisait du bien parce que Butler rajoutait un shooter, non pas un non-shooter, mais un shooter un peu plus réticent. Donc forcément, il faut quand même pas trop accumuler des shooters un peu déficitaires ou pas à gros volume. Donc les rotations m'intéressent, surtout que les ajouts sont intéressants avec Melton aussi qui peut être là-dedans, du Horford aussi, t'en as parlé, le 3 points de Al Horford. Donc oui, je te rejoins aussi qu'il n'y a pas trop de points de bascule parce que j'ai aussi l'impression qu'on a vu la version des Warriors de l'an passé qui était déjà très forte en fait. Donc le point de bascule, c'est rester comme ça, quoi, presque. Les Warriors du mois de mars jusqu'au mois de mai en fait. Bah ouais, c'est ça. Et en plus, je trouve que, tu vois, ils étaient déjà très bons à ce moment-là, mais en plus, il y a les ajouts quand même de Horford et Melton. J'ai l'impression que c'est un peu sous-estimé. Enfin, c'est quand même, je veux dire, en tout cas, s'ils sont en état de santé au moment des playoffs, au moment où la saison, tu vois, c'est un point de bascule, ça te fait quand même des super ajouts parce qu'ils vont pouvoir t'apporter des deux côtés du terrain. Je veux dire, tu vois, alors Ford avec Draymond Green, au moins ça te permettra d'avoir le spacing et une bonne défense. D'Anthony Melton, quand même, qui a cette qualité d'être un joueur two-way s'il est en bonne santé, c'est-à-dire il va pouvoir apporter à la fois son spacing et un peu de connecting en attaque, plus sa défense de périmètre. Donc tu rajoutes un peu à déjà tout le talent qu'ils avaient. Non, vraiment, et puis Jonathan Kuminga qui finalement aussi a re-signé. Est-ce que on va retrouver un Kuminga qui avait fait une saison l'année dernière qui était pas très bonne, mais il y a 2 ans on voyait un peu quelques petites promesses, tu vois, entre guillemets. En pré-saison, on voit que Kerr essaye de l'utiliser un peu en création quand Butler et Curry n'est pas là. Tu vois, s'il peut apporter un petit peu là-dedans son côté un peu drive tout droit au panier, puis aussi sa défense. Je pense qu'en tout cas, ils ont beaucoup de profondeur, mine de rien, ces Warriors. Oui, en général, quand tu as de la profondeur, tu peux aller au bout. En général, c'est un peu la bonne formule. Donc, ouais. Moi, je suis très, très charmé. Et à la limite, presque le point de bascule qu'on pourrait dire, c'est est-ce qu'il pourrait pas y avoir un trade de Kuminga
d'aller récupérer encore mieux, utiliser un peu son salaire de 22 millions, hein, je crois, 23 millions pour cette année. Ouais, c'est ça, 22 millions. Ouais. Tu vois, c'est vrai que c'est une cartouche intéressante, sachant qu'en plus, peut-être si tu t'es frité avec lui et que il va partir, il veut un contrat long, donc il l'aura ailleurs, il l'aura pas aux Warriors, etc. Peut-être qu'il y aura un trade en février pour avoir encore un role player de plus plutôt que un Kuminga qui est plus créateur, on va dire, et ainsi de suite. Mais ouais, je suis d'accord. Alors, le champ des possibles pour toi, quel est-il? Voilà, final NBA pour les Warriors, je suis d'accord. En termes de niveau maximum. Je suis assez d'accord et d'ailleurs, je regrette un peu de ne pas avoir eu l'an passé l'affrontement contre OKC. Non pas qu'ils auraient peut-être battu OKC, mais stylistiquement, c'était passionnant à voir. Ça aurait été passionnant à voir le côté mouvement des Warriors contre la défense très horizontale, elle aussi, sur le plan horizontal du Thunder. Je suis assez intrigué. Je pense qu'un scénario maximum, ils peuvent battre OKC ou à peu près tout le monde à l'ouest et aller en finale NBA. Et minimum, je pense qu'ils feront un premier tour. Hein. Ils sont top 6, non? Oui. Ouais, je pense aussi. Je vois pas cette équipe aller plus bas parce que, on a dit déjà la deuxième partie de saison, une fois qu'il y a eu Butler, c'était, c'est une des meilleures équipes de NBA. Là, t'as rajouté encore un peu de profondeur. Je les vois pas glisser en dessous du top 6. Tiens, les Lakers, les Los Angeles Lakers, quel est ton point de bascule pour les Lakers, les hommes du lac? Enfin, même s'il n'y a pas de lac à Los Angeles, mais... oui, parce que c'était Minnesota. Exactement. Auparavant, ouais. J'ai mis, est-ce que la défense va être pour de vrai? Dans le sens où, l'année dernière, on a vu quand même des bons schémas pratiqués par Redick. Moi, il y a même des matchs où j'y ai cru, tu vois, alors que le defensive rating a jamais été très bon en réalité. Mais c'est vrai que tu voyais des matchs avec ces schémas-là où ça marchait bien, t'avais LeBron qui défendait bien, t'avais l'attaque autour de Luka Doncic, mais il y avait des schémas défensifs et tu voyais sur certains gros matchs en tout cas où la défense tenait et moi c'était un peu mon espoir là. Ça s'est un peu du coup effondré aussi en playoff, mais après je pense que peut-être que la match-up était pas la plus intéressante, en tout cas la match-up était pas très bonne pour eux. Là t'as rajouté Smart, t'as rajouté aussi DeAndre Ayton au poste de pivot. Donc je me dis, tu vois, est-ce que c'est schéma en switch all ou est-ce que tu vas faire du drop avec Ayton, ça je sais pas, mais en tout cas, est-ce que je pense que t'as des joueurs, en tout cas, qui t'a upgradé, j'ai envie de dire, ta défense, donc j'ai un peu l'impression que ça va être ce point de bascule là, parce que l'attaque, il y a quand même Luka Doncic, t'as un spacing quand même qui est intéressant, t'as aussi LeBron James qui peut prendre le relais. T'as des connecteurs, t'as Austin Reeves. Enfin, tu vois, je pense qu'en termes de création offensive... La phrase incroyable, LeBron James peut prendre le relais. Si on imaginait dire ça un jour. Ouais. Mais tu vois, je trouve qu'en termes de création offensive, je m'inquiète pas trop, mais voilà, c'est plus... Est-ce que cette défense va être bonne, en fait, tout simplement? Je te rejoins, et je me suis fait piéger là-dessus, moi aussi. Hein. J'avais annoncé dans mon bracket, les Lakers allaient assez loin, même très loin. Je te rejoins que les flashs de défense de Switch Hall étaient très sympathiques l'an passé. Mais bon, effectivement, le match-up était pas très bon. Point de bascule, j'avais noté, moi, les trades, en fait. Et c'est pas que pour blaguer sur LeBron, on en parlera aussi, mais de manière plus générale et plus sérieuse, tu vois, il y a quand même pas mal de contrats un peu de taille moyenne dans cet effectif sur des joueurs qui sont pour l'instant pas hyper utiles. Donc je pense qu'il y a quand même moyen de monter un échange pour un méga contrat ou pour un contrat un peu plus normal, un plus moyen, plus 15, 20, 30 millions peut-être pour un très bon role player. Tu vois, t'as un mec comme Vanderbilt que j'aime bien, mais qui a 11 millions l'année et qui est un joueur gadget en l'état. Kleber aussi, t'as 11 millions, alors qu'il a un peu tout cassé. Gabe Vincent, j'aime bien aussi, mais 11 millions, je pense que si t'as une bonne opportunité d'ajouter 2-3 contrats comme ça pour aller chercher un mec à 30, peut-être que tu le fais. Qu'est-ce que j'oublie encore dans les contrats? Je pense que Knecht, je sais pas quel est le futur de Knecht aux Lakers vu le trade avorté, mais ça peut, c'est que 4 millions, hein, c'est un contrat rookie, mais je veux dire, ça peut aussi servir d'asset pour booster un peu un package. Je pense que c'est un joueur intéressant. Donc il y a ça, plus pourquoi pas le niveau supérieur, t'as Hachimura qui a 18, qui est encore une fois un contrat de taille moyenne que tu peux mettre si t'as une opportunité de gros package. Je pense que tu peux le mettre dedans et aller comme ça combiner plein de petits salaires. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, contrat de taille moyenne pour les trades. Est-ce qu'on pourrait pas, en cours de saison, aller renforcer par-ci, par-là? Et l'autre, je blague souvent dessus, mais cette fois, je blague pas.
le trade de LeBron, ou plutôt la situation de LeBron James. Je veux dire, je sais pas ce que tu en penses, mais on sent bien qu'il y a un truc. Depuis le mois de juin dernier, la prolongation, comment est-ce qu'elle a été annoncée, quand elle est annoncée, dans le même tweet, on dit à Shams, il faut aussi que tu dises que LeBron James, il surveille la situation, donc voilà, tout l'été, enfin bref. Ça n'a pas l'air simple, donc je dis pas il va se faire transférer, je dis pas il va aller à Dallas forcément, mettons un peu les blagues de côté. C'est mine de rien un point de bascule, LeBron James. Ouais, non, mais je suis d'accord. Bah, c'est vrai que c'était assez bizarre sa situation. En plus, on peut aussi imaginer, bon, avec Luka, l'entente a l'air d'être bonne, mais je veux dire, tu vois, maintenant c'est plus son équipe. C'est l'équipe de Luka. C'est ça, ouais. Donc c'est un peu, il y a toujours ce côté égo, forcément. Tu vois, même si, bon, oui, il a 41 ans maintenant, mais j'imagine, voilà, ça reste LeBron James quand même. Donc, le fait de plus vraiment avoir son équipe, en tout cas de moins avoir les rênes, peut-être qu'aussi, forcément, on le connaît, LeBron James, des fois, il va avoir, il aime bien un peu tout contrôler, tu vois, et peut-être que là, maintenant, pour la première fois dans sa carrière, il va moins contrôler les choses. Et d'ailleurs, je pense qu'on l'avait vu aussi à Miami, quand il contrôlait moins les choses, finalement, il avait demandé à être échangé, il est parti à Cleveland. Enfin non, c'était pas un échange, il avait signé, je crois. Free Agency, 2014. Ouais. Mais là, c'est vrai que du coup, maintenant, il a moins le contrôle. En plus, il a plus qu'un an de contrat, donc il sera free agent l'été prochain. Donc c'est vrai que oui, je serais pas étonné que de toute façon en NBA tout peut se passer. Donc c'est ça. Ouais. Non mais c'est la première fois de sa carrière que s'il dit je boude et vous m'embêtez, le front office peut dire ok. C'est embêtant, mais c'est pas très grave. Il y a quand même Luka Doncic. Je crois que c'est la première fois de sa carrière qu'il n'a pas autant de leverage, quoi, oui. de levier sur son équipe en termes de pouvoir. Et comme tu dis, ça n'a rien à voir avec Doncic en soi. Je pense que les deux, ils s'aiment bien, ils s'adorent. LeBron est l'idole de Doncic. Lui-même, il doit adorer Doncic. Mais c'est une question de statut, quoi. C'est pas l'individu, c'est le statut et ainsi de suite. Et aussi le fait que voilà, LeBron, on est quand même plutôt vers la fin de carrière. Donc bref, la situation, quelle qu'en soit l'issue, même s'il reste, je pense que c'est un point de bascule assez évident de la saison. Alors, en plus, s'il est échangé, qu'est-ce que tu as en retour ? Parce que, mine de rien, c'est quand même un contrat à 50 millions. Donc, il y a moyen d'accumuler, tu vois, encore une fois, reprenons un peu la piste de Dallas, sur laquelle je blague souvent, mais Dallas, si tu arrives à obtenir un Gafford, un PJ Washington et un Klay Thompson, par exemple, c'est sympa pour rajouter de la profondeur à l'effectif. Donc, même en cas d'échange, vu qu'il y a 50 millions, je pense qu'il y a moyen d'avoir des numériquement au moins pas mal de mecs en retour. Donc voilà pour les Lakers. Quel est ton scénario maximum alors pour ces Lakers ? Moi j'ai envie de dire finale NBA aussi. Franchement, si tu as un Luka Doncic en pleine forme, on l'a vu lui aussi perdre du poids, tout ça. Il y a été il y a pas si longtemps. Alors l'effectif est moins, l'optimise moins, ça c'est sûr. Encore que finalement, ce qui est dommage, c'est que l'effectif le plus optimisé, il l'a eu au moment de son transfert. Donc c'est un peu ça qui est dommage, mais voilà, je veux dire, il y a quand même eu l'ajout de Ayton pour avoir cette menace de lob. Il y a quand même, comme on a dit, du spacing, de la défense. Je pense quand même que, tu vois, il y a le talent autour pour que Luka Doncic fasse un peu tourner tout ça. Et ouais, moi, j'ai aucun mal à aller voir aller en finale NBA cette équipe. Oui, j'allais dire peut-être juste finale de conf pour moi, le scénario maximum, parce que l'effectif est, comme tu dis, est quand même moins parfait qu'à Dallas où tout était parfait autour de lui. Défense, role player, le shoot, quel type de big il avait, etc. Tu vois, moi j'aime bien Ayton dans ce rôle-ci, mais c'est pas parfait non plus. Jack LaRavia si bien en 3&D, mais c'est un peu plus imparfait. Après, je me dis aussi, ça reste Luka Doncic, donc est-ce que lui seul peut pas un peu faire des merveilles comme avant, mais je dirais finale de conf en maximum pour l'instant, et après peut-être on recalibrera s'il y a 2 ou 3 échanges. Tu vois, si en effet ils vont chercher un mec à 20 ou 25 millions ou 30 millions en role player contre Kleber et Gabe Vincent, ouais, ça change tout peut-être, mais ok. Donc très bien, voilà pour les Lakers. De qui est-ce qu'on n'a pas parlé encore, les Denver Nuggets. Quel est le point de bascule pour toi de ces Denver Nuggets ? Moi j'ai mis la défense et puis la profondeur d'effectif. Est-ce que en tout cas la profondeur maintenant qu'ils ont un peu plus que l'an passé va permettre en fait de retrouver une bonne défense, parce que c'est vrai que mine de rien Denver avait une bonne, l'année dernière elle était pas très bonne en tout cas en saison régulière, mais en tout cas les années d'avant, ce que je veux dire c'est qu'ils avaient quand même une bonne défense malgré Nikola Jokic. On peut dire oui, c'est pas un pivot défensif, mais tous les schémas en tout cas qui étaient mis en place était très bon. Donc c'est ce qu'on va retrouver ça. Russell Westbrook n'est plus là. Pourtant il a fait des bons playoffs défensifs, j'ai trouvé dans certaines séries. Mais par contre c'est surtout t'as rajouté Cam Johnson parce qu'il y a eu le transfert avec Michael Porter Jr., mais surtout ça t'a permis en fait de signer Bruce Brown. Et je trouve que cet ajout c'est quand même pas mal, mine de rien, pour la défense mais aussi pour l'attaque. Mais en tout cas
t'as pas mal de profils défensifs comme Peyton Watson aussi où alors c'est que de la pré-saison hein, mais je l'ai vu que il était pas mal utilisé un peu sur des zoom action. Enfin tu vois, j'ai l'impression que le coaching staff essaye un peu de l'optimiser offensivement. Donc je me dis est-ce que c'est pas pour faire plus jouer pour qu'il puisse apporter toute sa défense en fait. Parce que c'est vrai que dans les schémas en edge, tu vois, ces joueurs-là ils seront essentiels si t'arrives à leur donner un peu plus de minutes, parce que c'est peut-être ce qui posait problème au final, c'est que c'est des joueurs où il faut leur trouver une viabilité en attaque, parce que s'ils l'ont pas, forcément ça va bloquer un peu leurs minutes, tout ça. Oui, je pense que la défense est un point facile. Après, je me demande à quel point est-ce que je sélectionnerais pas plus tôt, maintenant que j'y pense, la création offensive, mais pas forcément en régulière, mais en play-off. Sur le plus haut niveau, parce que c'est un peu ce qui leur coûte à chaque fois des minutes et le match hein. À chaque fois c'est genre Jokic sort, il y a égalité, il rentre 4 minutes plus tard et on est à moins 10, j'exagère un peu, je caricature, mais il y a un peu de ça quand même. Et je parle pas pour la régulière, parce que la régulière c'est très sympathique, tu vois, je pense qu'on aura du post-up de Valanciunas par moment en pivot backup, je pense qu'il y aura toujours Gordon et Jamal Murray, Tim Hardaway Jr. aussi qui arrive et qui va faire ses sorties d'écran, donc pour la régulière il n'y a pas de problème, il y a une profondeur numérique qu'on a presque jamais eu, je pense, aux Nuggets à ce point, donc ça c'est très cool. Par contre, ma question c'est quid des playoffs? Est-ce que vraiment en playoffs le post-up de Valanciunas, la sortie d'écran de Tim Hardaway ou tu vois ce genre de choses, ça peut changer la donne par rapport à l'an passé et par rapport à il y a 2 ans et etc. quoi. C'est un peu mon doute, c'est que c'est toujours pareil quoi. C'est quid de surtout donc Jamal Murray en fait. Jamal Murray, cette création secondaire de plus haut niveau ou pas en playoff, et donc par extension aussi à quel point est-ce qu'on peut pas retrouver un peu de spacing avec éventuellement explosion aussi de Strouser, pourquoi pas, qu'on attend. À quel point aussi un Jalen Pickett peut jouer beaucoup plus de minutes pour apporter aussi son catch and shoot et voilà ce genre de choses. Donc ouais, je pense que je dirais quand même création secondaire ou un peu spacing par moment, mais on est d'accord que le point de bascule importe assez peu puisque l'éventail est quand même resserré et assez haut. On est d'accord que maximum c'est quoi, finale NBA et titre, et minimum on est deuxième tour, je pense. Oui, franchement oui, je veux dire, déjà l'année dernière ils sont pas, c'est allé en Game 7 hein, avec OKC hein, c'était pas non plus si loin que ça, tu vois, et l'effectif finalement il y avait moins de profondeur et il y a même eu des blessés. Donc je me dis je vois pas pour moi le scénario optimiste, c'est oui, finale NBA, voire même le titre hein, si on peut aller jusque là, mais c'est voilà, quand je dis finale NBA, c'est voilà, pour moi c'est ils sont tier 1 contender. C'est vrai que j'ai un peu l'impression de dire ça pour toutes les équipes, mais pour faire un autre parallèle, c'est vrai que peut-être, tu vois, les Lakers qu'on a évoqués avant, ces équipes-là sont peut-être un tiers un peu en dessous, mais par exemple, les Clippers, les Nuggets, les Warriors, je les vois plus, c'est plus ces équipes-là que je me dis là, à l'heure actuelle, je les vois plus tiers numéro 1. Tu vois, sportivement, je les vois pas perdre au premier tour. Non, on parle d'un scénario où il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas d'énorme. Mais sportivement, je les vois pas perdre au premier tour, donc minimum deuxième et maximum donc le titre, je pense. Avançons, reste les Houston Rockets. Quel est ton point de bascule pour les Rockets? Là, je pense que c'est tout le monde va un peu le savoir. J'ai mis l'attaque de demi-terrain, tout simplement. Est-ce qu'on va pouvoir avoir une bonne attaque de demi-terrain, parce que c'était leur point faible hein, la saison dernière. Ce qui est cool, c'est que je pense qu'ils ont un peu résolu ce problème-là. En tout cas, en théorie, on verra ce que ça donne sur le terrain. Mais bon, ils ont remplacé Jalen Green par Kevin Durant, ce qui est quand même pas rien. Donc déjà, ça va t'apporter sur demi-terrain. Je crois que c'est même le premier. Il était meilleur joueur en isolation en points par match, hein, Kevin Durant. Surtout que Ime Udoka, il adore faire ça, l'attaque de mismatch. Donc là, je trouve qu'en plus, tu vois, c'est autant à Phoenix, je trouve que Kevin Durant était pas optimisé, n'optimisait pas Phoenix. Là, j'ai l'impression qu'il y a un peu un mariage parfait avec Houston. C'est-à-dire, l'effectif de Houston va pouvoir un peu cacher certains défauts de Kevin Durant, et Kevin Durant va pouvoir apporter ce qu'il sait faire le mieux, en fait, au final. Et c'est l'attaque de demi-terrain, l'attaque d'isolation qui est énormément recherchée par Udoka. Et même, limite, je me dis, tu vois, la blessure de Van Vliet est peut-être finalement un mal pour un bien, parce que ça va un peu obliger Udoka par exemple, de peut-être donner plus de responsabilité à Amen Thompson, de plus lui donner la balle entre les mains, et ça peut, en tout cas, moi c'est vrai que c'est un truc que j'attends. Et puis Rich Shepard aussi. Rich Shepard, où moi j'attends de voir, parce que, tu vois, là, j'ai vu quelques matchs de pré-saison, il y a quand même des trucs que je trouve sympas. J'ai l'impression que si tout se met ensemble, avec Rich Shepard, Amen Thompson, Kevin Durant, tu peux avoir limite un plafond plus haut que ce que tu aurais eu avec Fred VanVleet, tu vois. C'est pour ça que j'ai hâte de voir en tout cas ce que ça va donner, cette équipe des Rockets. Et puis en plus, ce qui est cool, c'est
ils ont pas, avec tous ces ajouts, ils ont pas vraiment perdu en fait défensivement, et ce qui fait leur identité. Tu vois, même la bataille des possessions, le rebond offensif, ils vont toujours pouvoir y aller avec les profils qu'ils ont. Et bah la défense même tout court, ils ont toujours des profils excellents. Enfin, ils ont rajouté Finney-Smith, ils ont rajouté aussi, non, c'est Finney-Smith, c'est celui que je voulais dire. Mais tu vois, on pourrait se dire, ils ont peut-être perdu un peu de défense on ball, mais finalement ils l'ont remplacé. Donc au final, bah ils ont un peu pallié, j'ai l'impression, les faiblesses qu'ils avaient l'an dernier. Ouais, puis en fait, non pas qu'il était, je vais exagérer, mais il était peut-être devenu un peu redondant, Dylan Brooks, vu l'explosion aussi en premier rideau de Amen Thompson. Oui. Enfin, il n'y a jamais assez, hein, mais je veux dire, tu pouvais un peu plus te permettre d'échanger Dylan Brooks parce que Amen Thompson peut aussi un peu reprendre ce rôle-là de défenseur du point d'attaque sur des postes 2, postes 3, voire même poste 1, etc. Donc en ce sens, le sacrifice est pas si grand que ça, je trouve, surtout quand tu compares à l'ajout et au gain offensif, évidemment. Le point de bascule, création de demi-terrain, je te rejoins à 100%. Et donc, par extension aussi un peu le spacing. C'est pas marrant, mais presque on peut... Enfin, combien de joueurs à spacing est-ce qu'il va accepter d'aligner sur le terrain? C'est presque un peu ma question. Parce que si tu vois, c'est un style de jeu qui se repose un peu sur l'isolation, mais il faut quand même qu'on ait Jabari Smith qui soit un peu sur le terrain pour le spacing, Kevin Durant quand il n'a pas la balle, etc. Donc, création de demi-terrain, je pense que c'est assez évident. Et au niveau du champ des possibles, alors, on est d'accord que ça peut aller très loin, Houston? Je pense, hein, franchement, finale NBA, finale de conf, je dirais quelque chose comme ça. Hein. Ouais, je suis d'accord. À mon avis, si tout clique bien, parce que tu vois, le spacing dont tu parles, je pense que t'as quand même moyen d'avoir des line-up pour en faire un bon, tout en gardant une défense correcte. Hein. Si tu mets Jabari Smith, Dorian Finney-Smith, Kevin Durant, Amen Thompson qui a un peu plus le ballon entre les mains, enfin, tu vois, tu peux, je pense, construire un spacing juste assez bon. Si par exemple tu arrives dans une série où bah tu te rends compte qu'en fait, peut-être le rebond offensif t'en as moins besoin, mais en fait t'auras peut-être plus besoin de spacing. T'as la possibilité de le faire en tout cas. Et peut-être un autre point de bascule pour moi, c'est la défense de Durant qu'on a moins vu depuis qu'il a quitté Brooklyn. Mais tu vois, c'est aussi une option tactique géniale. Si la défense qu'on avait à Brooklyn, notamment en deuxième rideau, revient ou est de nouveau là quand il réessaye, tu as la possibilité de faire des line-up hyper gros avec 3 pivots dans le line-up, mais aussi de rebasculer parfois si besoin sur du small ball avec Durant et Jabari Smith quoi, en raquette. Donc je pense qu'il y a une multiplicité de possibilités tactiques pour Udoka. Donc j'ai quand même très hâte de voir ça. Je dirais quand même, effectivement, en finale de conf, finale NBA, on peut dire finale NBA sur un scénario où tout clique vraiment très très bien parce que la défense est à ce point élite. Après, si on devrait faire une tier list, je pense, des contenders, je pense que j'aurais quand même du OKC, du Warriors et du Denver un peu devant. Je suis d'accord. Ouais. Vraiment, si on devait, un peu dans cet ordre-là, en tout cas en termes de probabilité, je parierais plus sur celle-ci que sur Houston. Mais Houston, la possibilité existe également que eux gagnent l'Ouest. Là-dessus, on est d'accord. Et donc, si je me suis pas planté et si j'ai pas oublié une équipe qui était à 20 victoires et dont on n'a pas parlé, il reste plus que le Thunder normalement. OKC, oui, quel est le point de bascule de OKC pour toi? Moi, j'ai mis... après, bon, voilà, forcément, c'est eux qui ont gagné le titre, mais tu vois, je trouve que quand même, tu vois, pendant les playoffs derniers, il y a un truc qu'ils ont peut-être pas encore bien résolu, c'est le spacing, et puis peut-être... Alors, Shai est un formidable créateur de décalage, mais tu vois, le playmaking aussi. Je trouve que des fois... c'était beaucoup de l'isolation de Shai avec pas vraiment de création de création de jeu. Il crée des fois des décalages si tu veux, mais il a pas tout ce passing game qui va faire qui va faire vivre tout ce décalage là. Donc il y a ça et puis le spacing qui peut des fois être un peu un problème. Hein. Maintenant Dort met ses 3 points, mais tu vois je me rappelle c'était la finale de la finale cup contre les la coupe de la ligue de la NBA, voilà, je perdais le nom, contre les Bucks, tu vois, où ils avaient placé Giannis en roamer sur Dort, tu vois, donc il y a quand même des équipes qui sont toujours tentées de faire ça. Donc il y a un peu ce truc toujours du spacing et de la création de la création secondaire. Est-ce que tu vois Jalen Williams par exemple va passer un step supérieur? Je pourrais dire que c'est peut-être ça le point de bascule. J'avais ça aussi un peu en point de bascule, à quel point est-ce que Williams peut pas encore re-exploser, on va dire, parce que il a quand même progressé, mais moins que ce qu'on aurait pu s'attendre, et en tout cas il reste encore des marches, il reste encore 2-3 marches de création et de menace au scoring, donc ça peut être un point de bascule, ça, ou alors Chet, à quel point est-ce que Chet peut pas aussi davantage prendre de l'ampleur offensivement,
Mais c'est vrai que la question du spacing encore et toujours est assez primordiale à OKC. Et je pense que si, alors pardon pour les familles, hein, mais si les Pacers sont passés pas loin de battre OKC, enfin c'est pas normal quoi. Et ça montrait à quel point OKC pouvait parfois être déficitaire de ce point de vue-là, et qu'il y a un côté, ça se repose aussi beaucoup ce style de jeu de création sur est-ce que les mecs peuvent mettre les tirs en fait. Donc je te rejoins là-dessus. Et peut-être aussi le secteur intérieur aussi. Quid du secteur intérieur. Tu vois, je serais assez curieux de voir comment est-ce qu'on va gérer un peu le minutage de Hartenstein comparé avec une saison complète de Chet aussi. Et plus généralement, il y a une telle densité dans cet effectif que en fait, qui va jouer, qui va peu jouer, qui va pas beaucoup jouer. Et surtout, autre point de bascule un peu secret que j'ai gardé à la fin parce que c'est le moins sérieux, le plus marrant, mais est-ce qu'on pourrait pas un peu dégainer une carte de trade, un méga trade, vu les atouts et vu les assets aussi. Il y a quand même pas mal d'assets tu vois, je crois que Ousmane Dieng doit être autour des 10 millions, 9 millions, 10 millions, je sais plus combien. Il y a 6 millions. De contrat rookie. Ah voilà, donc c'est pas rien. Il doit y avoir les 10 de Isaiah Joe, Wiggins aussi est à 11 ou 10, je crois. Donc il y a quand même pas mal de bons contrats, plus évidemment le contrat à 20 millions de Caruso. Tu vois, je me dis, bon, mais imaginons que les Rockets, ils veulent passer un step, ils commencent à se chauffer à l'idée d'aller prendre un mec comme Derrick White, vraiment méga en chair. Est-ce que si t'es OKC, t'as pas intérêt à sacrifier et à surenchérir pour pas que le candidat, enfin le concurrent direct est Derrick White? Je pense que c'est possible. En plus, ça sera un feat merveilleux. Mais je surveillerai un peu du coin de l'œil s'il n'y a pas un truc à faire, même si on sait que OKC, c'est plutôt continuité que méga trade pour le coup. Ouais, mais c'est vrai que tu fais bien d'en parler parce que ça fait plusieurs saisons quand même. Alors, il y a quand même eu l'ajout d'Alex Caruso, mais c'est vrai que la trade deadline passée, finalement, ils ont rien fait. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours cette question un peu du spacing, hein. Alors je comprends, t'as envie de garder un socle défensif qui est bon. Je pense qu'ils veulent pas avoir de joueurs qu'on peut cibler. Mais par contre, t'as le double avantage, contrairement à certaines franchises où des fois ils ont juste, par exemple les Lakers qu'on a parlé tout à l'heure, ils ont les contrats bons à être échangés. Par contre, ils ont pas beaucoup d'assets. Ils doivent avoir que 1 ou 2 tours de draft à échanger. Là, au OKC, t'as les deux quoi. T'as la carte asset salaire qui va très bien à s'échanger, et en plus tu peux attacher je ne sais combien de tours de draft. Donc c'est vrai que si t'es un joueur, Derrick White comme tu l'as cité, j'en ai pas trop d'autres en tête, mais tu vois, des joueurs comme ça, qui sont à la fois bons en attaque, bons en défense, en tout cas t'as largement les assets pour effectuer le transfert. Je suis d'accord. Et après, il y a aussi le rêve de Giannis. Si finalement, ils peuvent se le permettre. C'est le luxe d'avoir autant d'assets, c'est qu'en fait, tu peux tout te permettre, assez clairement. Donc, on est d'accord. L'éventail des possibilités, champion au maximum. Oui. Et après, comme toujours, je pense que les gens sous-estiment à quel point ça se joue à pas grand-chose les playoffs. Moi, je vois aussi un scénario où pessimiste. Où l'attaque ça colle pas, ou ça cale un peu, plutôt au deuxième tour contre un top adversaire. Je sais pas, tu t'affrontes les Warriors en feu au deuxième tour, tu te fais upset, et d'un coup tout le monde dit ah ouais mais non, catastrophe, ils se font éliminer trop tôt alors qu'on les imaginait champions. Exactement ce qui s'est passé avec Boston, exactement ce qui s'est passé avec Denver. À chaque fois le champion est éliminé au deuxième tour l'année d'après, et tout le monde panique quoi. Et en fait non, c'est juste que ça se joue à tellement peu de choses qu'au final ils sont, je pense, parmi les favoris, les grands favoris pour le titre. Mais tu vois, je remettrais pas trop tout en question sur s'ils sont éliminés au deuxième tour, en fait, face à une méga top équipe, en fait. Ah non, mais je suis d'accord. Moi, je trouve qu'on a même un biais sur souvent on voit le champion comme vraiment on a envie de le mettre dans un tiers à part, mais en fait non. Je pense que c'est un peu un biais parce que cette année-là, il a été au bout, donc on se dit c'est lui qui a toutes les armes, mais t'as raison, ça se joue à rien. Enfin, tu vois, là on l'a même dit tout à l'heure, ils étaient pas si loin que ça d'être éliminés par Denver. Enfin, ça allait en 7. Et en 2024, ils auraient pu aussi battre Dallas et aller en finale pour moi. Pour moi, ils étaient déjà très forts en 2024. Donc oui, ils auraient pu être champions aussi à cette année-là. Ça se joue à rien. En plus, des fois, il suffit, tu tombes sur une série, t'es ultra adroit à 3 points, tu passes un peu comme ça. Surtout qu'on l'a dit, ils dépendent quand même vachement du tir à 3 points puisque c'est beaucoup de jeux de drive and kick. Il suffit qu'une série, tu rentres quasiment pas tes 3 points. Et du coup, c'est comme ça que tu te fais éliminer, quoi. On est d'accord, donc voici pour la 15e et dernière équipe. On est d'accord, j'ai pas oublié un Portland ou un Pelicans, c'est bon. Non, on les a tous fait, ouais. Ce serait très anti-paroxytique de finir. Ah mince, on a oublié les Pelicans. Alors, les Pelicans. Bon, bref, voici pour à peu près notre podcast de preview en mode éventail, en mode champ des possibles et point de bascule. En tout cas, merci beaucoup, Matt, d'être passé sur Basket Lab une nouvelle fois. Merci à toi, c'était super encore comme épisode et ravi d'avoir pu faire ces previews.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voici pour la conférence Ouest. C'est vrai que je reste un peu comme sur le souvenir de l'an passé où en début de playoff, j'avais l'impression qu'il y avait 6-7 équipes qui allaient en finale de conf. Là pour le coup, toujours garder en tête que ne serait-ce que passer un tour, finalement il n'y a que 4 équipes. 4 équipes à l'Ouest qui vont passer un tour de playoff. Alors que nous, dans la théorie de début de saison, on se dit que il y a peut-être telle ou telle équipe plein d'équipes, on les voit bien en finale de conf. Mais voilà un peu pour l'exercice du jour. En tout cas, nos previews en 3 parties avec ces 2 premières qui sont un peu plus classiques. Et donc on se retrouve demain pour le 3e numéro de notre trilogie de preview. Demain, jour de reprise, 21 octobre 2025. C'est la grande messe des over-under avec Azad. Nous allons faire des paris, nos fameux paris / preview pour la saison. Donc demain, les over-under. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Matt d'être passé sur Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.